Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau pour un nouveau débat dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Ce soir, nous nous intéressons au cas de la troisième circonscription, celle du Massif, pour faire un résumé un peu raccourci. Débat en partenariat avec nos confrères de Vosges Matin, dont j'accueille tout de suite la directrice départementale Catherine Pluchiconte. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nouveau cette invitation. Donc évidemment qu'on va poser des questions à tous les candidats qui sont sur ce plateau. Avant de vous les présenter, un mot sur l'absente, puisqu'il y a 4 candidats sur cette circonscription. Comme nous l'impose l'ARCOM, l'ex-CSA, nous vous signalons donc qu'il y a également, se présente également sur cette circonscription, comme il y a 2 ans du reste, la franc-comtoise Stéphanie Bailly, qui représente Lutte ouvrière. Sont bien présents en revanche avec nous, par ordre alphabétique, Étienne Bachelard, qui a l'investiture du nouveau Front populaire en tant qu'apparenté PS. Bonsoir. Bonsoir. Pauline Fraisse, candidate du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Et le député sortant d'Hiver Droite, membre du groupe Lyotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, dont vous êtes le coprésident. Bonsoir Christophe Negelen. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'avoir accepté cette invitation. Cette troisième circonscription des Vosges, avant de rentrer dans le débat, on va vous la présenter rapidement. Ce sont 41 communes, un peu plus de 80 000 habitants, la moyenne d'âge la plus élevée du département, des atouts touristiques évidents, mais une démographie en baisse et un taux de retraités sur le territoire plus fort qu'ailleurs, mais dans le même temps, des taux de pauvreté et de chômage inférieurs à la moyenne, une terre de contraste, donc voilà pour quelques éléments de présentation. Votre temps de parole, Madame, Messieurs, doit tendre vers l'égalité. Là encore, c'est une recommandation forte de l'ARCOM. Nos petites horloges, vous les voyez, renseigneront nos téléspectateurs tout au long de ce débat. On va donc demander en préambule à chacune et chacun d'entre vous de vous présenter et d'expliquer les motivations de cette candidature à la députation. On a tiré au sort et c'est vous, Pauline Fraisse, qui débutez. Donc présentez-vous. Bien, Pauline Fraisse, 31 ans, chargée de mission dans les ressources humaines. Née à Remiremont, j'ai grandi à Ramonchamp. J'ai effectué ma scolarité au collège Jules Ferry au Tillot, puis j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée André Malraux à Remiremont, avant de partir vers Nancy, puis Paris, pour mes études de droit. Adhérente au Rassemblement national depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai aujourd'hui décidé de me présenter à ces législatives anticipées, donc ce sera mes premières élections, puisque j'ai envie de défendre les Vosgiennes et les Vosgiens de notre troisième circonscription. Et nous avons aujourd'hui une occasion historique de former un gouvernement d'union nationale derrière Jordan Bardella. Mais pour cela, il a besoin d'un maximum de députés. C'est pour ça que je me présente également aujourd'hui à ces législatives. Christophe Negelen, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Bien, Christophe Negelen, 40 ans, né moi aussi à la maternité de Remiremont. J'habite Saint-Maurice-sur-Moselle, dans la vallée de la Moselle. J'ai fait mes études au collège Jules Ferry du Tillot, puis au lycée André Malraux. Je suis commerçant, député sortant de la troisième circonscription des Vosges depuis 7 ans maintenant. Et je me représente parce qu'on a des dossiers qui sont en cours dans cette circonscription qu'il faut continuer à porter. On aura sans doute l'occasion d'en parler, que ce soit l'hôpital de Remiremont, que ce soit les thermes de Plombières et bien d'autres. Mais surtout, on a besoin à l'Assemblée nationale de porter une voix forte. Et cette voix forte, elle est celle que je représente avec mon groupe, en capacité de voter les choses quand elles vont dans le bon sens, de s'opposer quand elles sont au contraire néfastes pour l'intérêt des Vosgiennes et des Vosgiens et de notre pays. Et en fin de compte, de ne pas être dans ces postures partisanes, mais au contraire avec le réel bon sens qui caractérise notre montagne vosgienne. On va vous interroger sur cette liberté de fait. Étienne Bachelard, présentez-vous. Oui, bonjour, je suis donc Étienne Bachelard, j'ai actuellement 32 ans, j'habite à Remiremont avec mon épouse et j'ai été désigné par un collectif citoyen, Agir pour le bien commun, et investi par le Parti socialiste pour porter en fait le projet de gouvernement du nouveau Front populaire. Pour mon parcours, en quelques mots, j'ai suivi des études supérieures en gestion publique et ensuite j'ai pu travailler quelques années en collectivité territoriale avant d'arriver ici dans les Vosges avec mon épouse et poursuivre mon engagement associatif qui a commencé il y a déjà plus de 10 ans. Je suis donc nouveau en politique, je m'engage aujourd'hui pour porter l'espoir, porter votre voix et surtout engager des ruptures sociales et écologiques nécessaires à notre pays qui à la fois vous respectent et vous protègent.
Pauline Fraisse, quelques questions pratico-pratiques pour mieux faire connaissance avec vous. Vous êtes inconnue du monde politique vosgien. C'était naturel pour vous, vous avez commencé à le dire, d'y aller. Et pourquoi le Rassemblement national, militant depuis 10 ans? Quelles sont les valeurs que vous portez en commun avec ce parti, qualifié d'extrême droite par le Conseil d'État, on le rappelle, au mois de mars? Alors, nous ne sommes pas d'accord avec cette qualification d'extrême droite, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours du débat. Moi, j'ai adhéré au Rassemblement national. En fait, je me suis intéressée à la vie politique depuis mes 18 ans, et en fait, j'ai eu le déclic. C'était pendant mes études de droit. J'ai fait du droit public et j'ai étudié du coup à la fois le droit public et le droit de l'Union européenne. Et j'ai vu les impacts qu'avait la construction de l'Union européenne, les impacts du droit de l'Union européenne sur notre droit national, ce qu'on appelle la primauté du droit de l'Union européenne. Donc ça, c'est ce qui a constitué un déclic. J'ai regardé les différents programmes et je me suis retrouvée largement dans le programme qui était défendu par le Rassemblement national autour des valeurs de souverainisme. Donc ça, c'est vraiment ce qui a acté mon engagement premier. Et ensuite, je n'ai jamais changé. J'ai toujours cru au Rassemblement national comme étant le seul parti qui écoutait et défendait réellement les Français dans le pays. Et on le voit aujourd'hui, nous sommes le parti largement en tête. Les faits nous donnent raison. Donc je pense que voilà, nous espérons pouvoir avoir la majorité absolue sur ces Quelle analyse vous faites globalement de la situation à l'instant T, avec effectivement ce fort courant porteur dégagé depuis les élections européennes? Comment est-ce que vous envisagez convertir 3 semaines après? Pour vous, est-ce que c'est une évidence que les électeurs qui sont portés sur ce choix-là fassent la même chose dimanche? Là, on est clairement à un tournant historique. On l'a vu, la liste de Jordan Bardella est arrivée largement en tête lors des élections européennes. Le soir même, le président Macron prononçait la dissolution de l'Assemblée nationale, alors que tous les observateurs politiques nous disaient que c'était impossible, et alors même qu'Emmanuel Macron, quelques temps avant, nous disait que les résultats aux européennes n'auraient pas d'impact sur les nationales. Mais votre parti le demandait. Alors, à quelle échéance, on ne sait pas, mais on a bien senti que le Rassemblement national demandait depuis un petit moment cette dissolution. Encore un mensonge de sa part, mais bon. Du coup, effectivement, là, on forme un gouvernement d'union nationale où on rassemble vraiment tous les amoureux de la France. Aujourd'hui, on est face à 2 grands enjeux, si je puis dire. On a une opportunité historique à la fois de faire barrage à la politique brutale, injuste d'Emmanuel Macron, mais également de faire barrage à la gauche et l'extrême gauche, rassemblés sous la bannière Nouveau Front Populaire, qui pour moi représente un danger pour notre République et notre démocratie. Donc on invite les Vosgiens et les Français en général à se mobiliser. Ce n'est pas joué d'avance, les élections ne sont jamais jouées d'avance, même si on a de bons sondages pour nous, mais rien n'est joué d'avance, donc mobilisez-vous. Vous êtes l'illustration même de ce nouveau personnel politique qui émerge notamment du côté du Rassemblement national. On a constaté, Catherine, que les 4 candidats du RN ont moins de 40 ans dans les Vosges, avec une formation supérieure, il faut être tout à fait clair. Ça veut dire que les candidats du RN ont subi du média training, par exemple. Est-ce que vous avez pratiqué ça? On sait qu'il y a 4 ou 5 ans, le RN a clairement dit qu'il fallait mieux préparer ses candidats pour éviter d'avoir des candidatures un petit peu exotiques. Effectivement, on professionnalise les candidatures qu'on présente. Après la campagne extrêmement courte, donc en toute sincérité, effectivement, on a eu un petit peu de média training, mais c'était vraiment très très court. Donc là, je viens vraiment au naturel, avec mes convictions sincères et sans média training réellement derrière moi. Pour finir sur ce premier bloc, votre président Jordan Bardella a déjà dit qu'il ne rejoindrait pas Matignon si vous n'avez pas la majorité absolue. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans quel état serait le pays si c'est le cas? Imaginons que vous remportiez ces élections, mais avec une majorité relative. Alors après, je ne ferai pas de politique fiction, mais c'est vrai que si on n'a pas la majorité absolue, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de mettre en œuvre nos mesures. Effectivement, si on a une majorité relative, on va se retrouver dans un blocage de nos institutions. C'est pour ça qu'on appelle vraiment les Français, les Vosgiens, mobilisez-vous. Là, on est en mesure de mettre en place nos mesures pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour l'immigration. On a une occasion historique, donc ne la laissez pas passer. Christophe Negel, votre analyse à l'instant T? On est dans une situation On parle d'un moment historique, vous acceptez cette terminologie? Non, c'est pas la première fois qu'il y a une dissolution dans l'histoire de la Ve République. On est dans un moment grave pour notre pays, 2 ans extrêmement compliqués, avec
une situation dans notre pays, qui l'est avec, moi j'ai aucun mal à le dire, à l'Assemblée, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un gouvernement qui représente beaucoup plus les villes et les grosses entreprises plutôt que nos territoires ruraux et les artisans et les commerçants. C'est la réalité de la politique qui a été faite et des principales mesures qui ont été... ça se matérialise sur le vote. Tout à fait, qui ont été prises par le président de la République. Le vote des villes, le vote des champs, pour caricaturer un peu. Non, mais c'est exactement ça. Donc, moi, j'ai toujours défendu et porté cette voix des territoires ruraux. C'est ce que je veux impérativement continuer à faire. Mais encore une fois, tout dans le programme du Rassemblement national n'est pas bon. Tout dans le programme du nouveau Front populaire ou de la NUPES, parce qu'en fin de compte, on a changé le titre, mais le livre et l'histoire restent exactement la même avec le Capharnaüm qu'il y a eu pendant 2 ans à l'Assemblée, dont j'ai été... Donc pour vous renvoyez tout le monde dos à dos, ou vous hiérarchisez quand même un petit peu Là, c'est pas de renvoyer tout le monde dos à dos ou d'hiérarchiser, c'est de se dire on ne peut pas, on doit arrêter ces postures politiciennes qui font que le pays est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. On doit au contraire, comme d'ailleurs le font très bien d'autres pays européens, être en capacité de faire consensus sur certains points importants, sur certains projets importants, dans l'intérêt des Françaises et des Français. Moi, j'ai vu des députés, parce qu'ils étaient dans des groupes différents, avoir la même idée, mais voter contre la proposition de loi uniquement par logique de groupe. Uniquement par logique de groupe. Et encore une fois... C'est malheureusement le jeu parlementaire, vous le savez bien, c'est pas nouveau. C'est pas le jeu parlementaire, c'est le groupe que je co-préside, le groupe Lyot, était l'un des plus petits groupes à l'Assemblée. 20 représentants, On rappelle qu'il faut 15 députés. 22. Il faut 15 députés pour faire un groupe. On était le plus petit groupe en début de mandat. On est passé devant le groupe écologique qui a perdu des députés. Nous, on en a pris. On a égalité, donc on est l'avant-dernier groupe. Et néanmoins, on est l'un des groupes qui a fait adopter le plus d'amendements. Ce qui veut bien dire que déjà, que la taille ne compte pas. Et que, deuxièmement, en étant dans cette position constructive, on est en capacité de faire avancer les choses. Et ça, moi, c'est ce que je veux pour notre territoire, c'est ce que je veux pour notre pays, c'est-à-dire pas de posture partisane, du travail, dans l'intérêt des Vosgiennes, des Vosgiens, des Françaises, des Français. Quel sort pour votre groupe, vous l'évoquiez? Est-ce que Lyot peut résister? Alors après, encore une fois, c'est un peu de la fiction, évidemment. On n'est pas au soir du 7 juillet. Vous pensez que le groupe Lyot va pouvoir continuer à exister au soir du deuxième tour? Au moment de la vague macroniste de 2017, on avait dit, il y a 3 blocs, ce sera pas possible. Voilà. Il y avait des petits groupes parlementaires. On a redit la même chose en 2022. On a réussi à faire un groupe. La réalité, c'est que les médias catégorisent dans 3 gros blocs. Il y a 10 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Ouais, donc, cette tripartition, elle existe aujourd'hui, on ne peut pas la nier. Donc, entre la simplification qui est entendable, qui est entendable parce que c'est plus facile à comprendre, il y a la réalité parlementaire qui est beaucoup plus complexe, clairement, et qui fait que oui, sans aucun souci, on sera en capacité de faire un groupe. Donc si vous êtes réélu, vous serez toujours un homme libre, vous ne rejoindrez pas un des 3 grands groupes. Exactement. On va rappeler que vous êtes issu de l'UDI, mais qu'aujourd'hui c'est l'histoire ancienne, il est hors de question de rejoindre... Alors non, je suis pas... En 2017, je n'avais pas l'investiture LR-UDI. Par contre, j'étais dans le groupe UDI et indépendant. Je faisais partie des 4 indépendants du groupe UDI et indépendants. Et en 2022, donc, le groupe Lyot. Étienne Bachelard, c'est votre première campagne, dans un contexte, on l'a bien compris, explosif. Comment vous l'appréhendez et quelle est votre analyse globale de cette situation? C'est vrai que la situation est grave. La décision du président de dissoudre l'Assemblée a mis le feu aux poudres et nous met dans une situation d'incertitude et de peur par rapport aux Français. Et j'ai envie, moi, de leur dire, de leur redonner confiance et que cette élection va pouvoir aussi avoir le rôle de cette clarification. On a d'un côté une alliance des droites qui n'est pas claire, on voit la question de M. Ciotti, on a au centre un macronisme qui ne met pas de candidat dans des circonscriptions comme à Épinal, mais aussi comme ici. Donc M. Negelen, finalement, est le comptable potentiellement de l'échec du macronisme. Tout comme d'ailleurs Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, tout comme Jérôme Gage, député PS de l'Essonne, tout comme Benjamin Sainte-Huile, député PS du Nord, tout comme Laurent Panifou, député PS de l'Ariège, tout comme Marty Frogier, député PS de l'Ariège. Donc en fin de compte,
des endroits où il n'y a pas de candidats macronistes, comme vous les appelez. En France, ils sont nombreux. D'ailleurs, je crois que c'était une déclaration du président du groupe Ensemble, là, je sais, voilà, qui disait on ne met pas de candidats en face des députés sortants, ce qu'ils appellent de l'arc républicain. Et j'ai envie de dire, même d'aller plus loin, en 2017, le candidat de la majorité présidentielle dans la circonscription fait 26%. En 2022, le candidat de la majorité présidentielle, ils ont été obligés de la faire venir de Colmar et elle fait 11%. Après, ils ont peut-être eu du mal aussi à trouver, mais voilà, c'était une décision. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion. Étienne Bachelard, reprenez. Mais il faut accepter le débat, par contre. Oui, non, mais je serai évidemment comptable du temps de parole de chacun, mais voilà. Ce qui est clair, c'est que M. Negelen veut être indépendant face à la situation du pays où, pendant plusieurs mois, on avait une majorité relative de l'Assemblée nationale, où on s'est trouvé dans des situations d'échec, où le gouvernement a été obligé de faire usage du 49.3 à plusieurs reprises pour passer des textes importants sur la réforme des retraites, sur les budgets. On voit bien qu'il y a besoin d'une majorité pour gouverner et donner un cap clair au pays. Et de ce côté-là, je pense que M. Negelen ne permet pas de donner ce cap clair au pays. Et oui, effectivement, il y a pas, parfois, M. Potier n'a pas de candidat de la majorité en face de lui. Mais M. Negelen a voté le projet de loi de finances en 2021, a voté le projet de loi de finances en 2022, et aussi le projet de loi de finances rectificative en 2022 également, donc avec son groupe. Donc il est quand même comptable de cet échec financier et de la situation financière de la France qui se dégrade. Alors, juste et donc, rappelle, effectivement, je tiens à rappeler que 2021, sortie de crise Covid, et on est beaucoup à avoir voté le projet de loi de finances parce qu'on était aussi sur tous les projets tous les projets de loi de finances d'aide aux entreprises. Et en effet, mais vous pouvez noter que je n'ai pas voté celui de 2017, 2018, 2019, 2020. Et en effet, les projets de loi de finances qui étaient uniquement des projets de loi de finances rectificatifs en faveur de l'aide aux entreprises parce que crise Covid oblige, oui, je les ai votés. Et ce qui prouve bien le positionnement qui est le mien et qui, pour moi, est celui qui est nécessaire pour notre pays. Exactement. Voilà, on s'oppose quand ça ne va pas dans le bon sens. Et par contre, on accompagne quand c'est bénéfique. Et vous, Étienne Bachelard, vous demandez davantage de clarification. Alors, c'est vrai. Oui, parce que il y a cette indépendance. Bon, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais je pense que c'est important que vous sachiez ce qu'il en est, vous, habitants du territoire, par rapport à l'activité de M. Negelen. On le voit, il est présent sur le territoire, mais il n'y a pas toujours de restitution des votes qui sont effectués à l'Assemblée. Et donc, de temps en temps, il y a un vote... C'est public, chacun a accès. Voilà. Oui, mais donc que M. Negelen soutienne l'amendement du Rassemblement national pour faire baisser le taux de TVA, alors que le groupe Lyot était contre, c'est un fait. Que c'est un fait, et encore une fois, c'est important. C'est important. Laissez-le finir, Christophe Negelen. Non, mais vous allez répondre, bien sûr. Voilà, vous voyez, M. Negelen me coupe de façon répétée parce que j'apporte des faits qu'il n'apprécie pas. Je souhaite préciser aussi que moi, je suis actuellement directeur au sein d'une PME de plus de 100 salariés sur le territoire qui existe depuis plus de 80 ans dans le département des Vosges. Au DCVL, on va la citer. Voilà, qui est sous forme, connu de tous, évidemment, qui est sous forme coopérative. Et je connais également les réalités économiques. Nous avons dégagé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais ce que c'est l'économie. J'ai même enseigné le droit, le management public à Strasbourg à des élèves de licence. Je suis un novice en politique, mais j'ai une réelle expérience, une connaissance du milieu associatif et également de la gestion des entreprises. Donc, les entreprises ne sont pas les oubliés du programme du Nouveau Front Populaire, et à cet égard, l'action pour le pouvoir d'achat qui est dans nos priorités. On va en parler dans un instant. N'allez pas trop vite là-dessus, mais bien sûr, ça sera... concerne également les entreprises avec des dispositifs d'accompagnement et de soutien. Et nous faisons bien une différence claire entre les TPE, les PME d'une part, et les multinationales d'autre part. Donc là, on comprend bien, c'est vrai que c'était tout l'objet de la campagne de ces derniers jours, le Nouveau Front Populaire qui essaie de rassurer le milieu économique, notamment suite au grand oral devant le MEDEF. Vous vouliez répondre rapidement? Non, juste sur 2 points. En effet, ça m'arrive de voter contre mon groupe, contrairement à certains groupes parlementaires où un chef de file demande
à lever la main où tout le monde lève la main. D'ailleurs, on les appelait par un moment donné les Playmobil, et c'est ce qu'on constate dans les grands groupes, dans les grands groupes parlementaires. Nous, on a une vraie liberté et une vraie indépendance. Avec une composition très hétéroclite, il faut être tout à fait clair. Qui va du centre droit au centre gauche. Les 5 députés on a une PS... grosse incertitude si elle pourra se recomposer également. 5 députés PS élus contre la NUPES en 2022 sont dans mon groupe parlementaire. Et oui, j'ai aucun mal à voter des amendements, tout comme j'ai voté des amendements aussi de la France Insoumise, comme j'ai pu le faire, comme vous venez de le citer, parce qu'en effet, quand ça va dans le bon sens, quand ça va dans l'intérêt, des Vosgiennes et des Vosgiens. Quel est votre programme, monsieur Negelen? Eh ben, alors, on va y venir. Vous parlez de la TVA. Est-ce que le fait de réduire les taxes assises sur l'énergie n'est pas une bonne mesure? Eh ben, pour moi, ça l'est. On a aujourd'hui de la taxe sur le gasoil, on l'a sur l'électricité. Donc, quand il y a quelqu'un qui propose cette mesure, comme ça a pu être le cas, eh ben oui, je l'ai voté parce que ça va dans le bon sens. On termine ce propos liminaire sur les aspects purement politiques. Étienne Bachelard, question qui se pose, qui revient et qui est importante quand même, c'est Matignon. Si vous gagnez, si vous l'emportez. Alors, on ne voulait plus de Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que lui a dit attendez, je ne suis pas mort, les amis. François Hollande lui a demandé de se taire. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Alors, vous allez me dire, peu importe l'homme ou la femme qui sera à Matignon, ça a quand même son importance. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que nous sommes face à une élection législative et donc nous allons élire des députés. Contrairement à ce que certains veulent expliquer à nos concitoyens, le rôle des députés est essentiel. C'est eux qui votent la loi, c'est eux qui contrôlent l'action de l'État et le présidentialisme a montré aussi ses limites. Et donc c'est bien le président qui nomme le Premier ministre et ensuite l'Assemblée lui vote la confiance ou non. Donc ça, c'est un point important déjà à rappeler que les députés ont un rôle et les se nommer en disant c'est le Premier ministre qui va gouverner, c'est pas respectueux des députés et du vote des Français. Ensuite, pour vous répondre très clairement, nous ne voulons pas de Mélenchon Premier ministre, ni le PS n'en veut pas, le Parti communiste n'en veut pas, et les écologistes non plus. Donc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Elle est fille à la main encore. Elle est fille de fait à la main aujourd'hui quand même. Il est important de préciser, comme M. Negelen l'évoquait, le nouveau Front populaire n'est pas la NUPES. Le nouveau Front populaire s'est construit dans une dynamique électorale tout à fait différente, avec une place bien plus importante de la social-démocratie et du Parti socialiste, qui a gagné 100 circonscriptions de plus par rapport à l'accord qui avait été fait il y a 2 années. Et je tiens à rappeler que certains nous accusent d'extrême gauche dans les médias. Il n'en est pas, vous l'avez rappelé à juste titre, le Conseil d'État a rendu une décision assez claire de ce côté-là. On va la rappeler, parce que la sémantique a toujours son importance. Pauline Fraisse a commencé à en parler également. Le Conseil d'État a clairement dit que la France Insoumise n'était pas un parti d'extrême gauche, mais le NPA, par contre, l'est, et de fait, au nouveau Front populaire, il y a quelques investitures de NPA, dont Philippe Poutou, que tout le monde connaît. Sur les 577 circonscriptions, combien sont à la France Insoumise et combien sont au PS ? Je n'ai pas le détail précis. 270 à la France Insoumise, 170 au PS. Il y a 100 circonscriptions de plus à la France Insoumise. L'accord qui a été fait est de dire ce sera le groupe parlementaire qui aura le plus d'élus qui décidera de qui sera le Premier ministre. Donc, de fait... Et d'ailleurs, Mathilde... Les modalités ne sont pas encore définies. Vous n'êtes pas dans les appareils, monsieur. C'est clairement défini. C'est-à-dire que vous êtes au courant. Et Mathilde Panot a clairement dit qu'en effet... Après, il faudra voir qui sera choisi, etc. Ce qui est important, c'est une élection, on va respecter le vote des Français. C'est l'élection des législatives, des députés. Et ensuite, nous verrons ce qu'il en est. Oui, mais au moment de glisser son bulletin, il me semble quand même que les électeurs veulent savoir ce qu'il en est, sachant que l'effet repoussoir de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est quand même assez net. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé vous-même. Oui, pour vous, ce n'est pas la question. On ne va pas faire du Mélenchon bashing pendant 2 heures. Ici, rapidement, ce nouveau Front populaire a un soutien assez vaste. Et nous sommes clairement en capacité de gouverner, comme la gauche l'a déjà fait avec d'autres partis dans des coalitions. François Hollande est candidat et soutient. 2 anciens premiers ministres soutiennent également notre candidature. Un ancien ministre de la Santé qui était venu à l'hôpital de Remiremont et d'ailleurs également fait partie de ce Front populaire. Pourquoi il y a cette diversité de profils? Parce que nous sommes convaincus qu'il faut une majorité claire pour gouverner la France et qu'il faut faire un programme de rupture avec le macronisme qui nous a montré qu'il y avait une casse sociale, qu'il fallait prendre l'argent chez les pauvres et ce genre de choses. C'est pour ça
que notre programme est crédible. Et il est d'ailleurs Catherine, une dernière question et puis on... Je voulais dire qu'on avait eu beaucoup de réactions de nos lecteurs suite aux investitures du nouveau Front populaire dans les Vosges, parce que Raphaël Glucksmann était arrivé quand même loin devant aux européennes, devant la France insoumise. Donc on a eu beaucoup de réactions sur notre site par rapport à ça. Oui. Eh ben, en tout cas, la circonscription, et j'ai été investi par le Parti socialiste et je n'ai jamais été encarté et ils peuvent me faire confiance que j'ai des convictions humanistes et de progrès social pour à la fois agir sur des leviers, on va pouvoir y revenir, mais aussi garder notre pays en ordre. Alors dans votre circo, on va faire de la fiction, pardon, mais là encore c'est une clarification, on l'a fait sur tous les débats jusqu'à présent. Si vous êtes éliminé au premier tour, Étienne Bachelard, quelle sera votre position pour le deuxième? C'est important et il y aura évidemment, vous imaginez bien, la question qui va aller derrière sur une triangulaire éventuelle. J'entends bien votre question. J'aimerais quand même peut-être parler du programme. Oui, on va y venir un instant. C'est juste finir cette promis, évidemment, que l'essentiel, ça sera sur le fond. Mais on aimerait avoir la réponse. François-Xavier Veyne, ici même, a dit clairement qu'il voterait pour Jean-Jacques Gaultier. Oui, mais la position est également assez claire de notre côté. Dimanche soir, nous appellerons M. Negelen à nous soutenir pour faire barrage au Front National. Et en cas inverse en cas inverse, ça, rien ne nous le dit. C'est le principe même de la question. Oui, j'entends bien, mais je ne veux pas préjuger sur le vote. C'est important en termes de clarification de dire, voilà, si je suis éliminé ou si je suis en ballottage défavorable, est-ce que je me maintiens? Est-ce que j'appelle à voter pour Christophe Negelen ou pour le Rassemblement national? J'imagine que non. C'est une question importante, mais si on se base sur les sondages et... à ce moment-là, à quoi ça sert de voter? Donc je tiens à dire que chaque vote compte et qu'il ne faut pas forcément se fier à ce qu'on prédit. Et ensuite, ce qui est certain, c'est que ma candidature est issue d'un collectif, donc j'en suis le porte-parole, je suis légitime, nous en discuterons ensemble avec mon équipe et jamais nous faciliterons l'accès du Rassemblement national au pouvoir. Allez, on en vient au programme, puisqu'effectivement, vous le réclamez, vous avez raison. Le programme économique du Rassemblement national, Pauline Fraisse, a beaucoup fluctué, chacun l'aura noté, devenu un peu plus libéral que social au gré des renoncements. En gros, on pourrait dire qu'on est un peu plus sur la ligne Bardella, qui a quand même un ascendant libéral plus prononcé qu'une Marine Le Pen, qui est davantage sur le social. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce programme économique qui... a été rebaptisé, en tous les cas reprécisé par Jordan Bardella en milieu de semaine. Je ne dirais pas qu'il y a eu des renoncements, on est fidèle à ce qu'on a défendu et ce qu'on défend. Aujourd'hui, on a 3 priorités majeures qui sont le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Alors, on va d'abord sur le pouvoir d'achat, si vous voulez bien, sur l'économie. Ouais. Alors, si on prend l'exemple du pouvoir d'achat, nous, on a une mesure très claire qui est de baisser la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%, ce qui sera une de nos mesures d'urgence et qui, en plus, trouve tout son sens dans un département rural comme le nôtre, où on est dépendant de notre voiture et en redonnant du pouvoir d'achat aux Vosgiens. Chiffrage à 20-25 milliards d'euros, c'est à peu près ça? Nous, on est à 12 milliards environ. Après, comme on l'a présenté, notre programme est financé, c'est-à-dire que là où on fera des dépenses, on comblera derrière en faisant des économies sur d'autres pans. Je pense notamment à la lutte contre la fraude sociale, je pense notamment à la réduction de notre contribution au budget de l'Union européenne. Il faut savoir que depuis 2017, depuis Emmanuel Macron, notre contribution au budget de l'Union européenne, elle a augmenté de 44%. On fera également des économies sur la partie immigration. On va réduire la voilure au niveau de l'immigration. Donc voilà, je pourrais vous en citer plusieurs. Et on va également organiser les états généraux de la simplification administrative pour pouvoir également lever les freins, les contraintes à la croissance. Donc voilà, on a énormément de mesures pour financer notre programme. Donc quand on entend souvent que notre programme n'est pas financé ou n'est pas finançable, non, il a été... Alors sur la baisse de la TVA sur les énergies, tout le monde est à peu près d'accord. C'est juste une question de graduation. Certains économistes mettent en avant le fait que ça va plutôt profiter aux plus aisés, pour des raisons simples. C'est-à-dire que les plus aisés, ce sont eux qui utilisent davantage les transports au sens large et puis roulent plus. Donc est-ce que c'est une vraie mesure de justice sociale? C'est une vraie mesure de bon sens. Comme je le disais, on est dans un département rural. Vous n'avez pas des transports à pêle-mêle comme on peut avoir dans les grandes régions, dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, que vous soyez classe moyenne ou classe plus modeste, vous avez besoin de votre voiture pour circuler, pour aller au travail, etc.
etc. C'est ce qu'on nous dit sur le terrain. Si on réduit... Mais là, on ne cible pas des catégories particulières. Ce que je veux dire, c'est que catégories aisées qui vont avoir un appartement ou une maison de 250 mètres carrés, de fait, vont voir leur facture réduire davantage que quelqu'un mais après, on peut pas faire des mesures au cas par cas. Comme ça. Nous, on peut faire un impôt progressif où chacun contribue à la hauteur de ses capacités. C'est ce que nous proposons en tout cas. Donc oui, alors... Non, nous, c'est notre comme mesure principale la baisse de la TVA sur les carburants de 20 à 5,5%. Ça redonnera du souffle, ça redonnera du pouvoir d'achat aux Français. C'est une mesure qui est attendue par nombre de Français aujourd'hui, par nombre de Vosgiens. Ce sera une de nos mesures prioritaires et ce sera une de nos priorités si on a la majorité absolue. Pas de hausse d'impôts, pas de retour à l'ISF qu'évoquait à l'instant Étienne Bachelard. Nous, on souhaite rétablir un impôt sur la fortune financière. Aujourd'hui, on a un impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est vraiment une philosophie politique qu'on défend. Nous, on défend la transmission, on défend l'ancrage et on souhaite donc remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par l'impôt sur la fortune financière, ce qui permettrait également de rapporter environ 2 à 3 milliards sur les finances de l'État. Les gaz à effet de serre, la production de gaz à effet de serre a baissé de 5,8%. Est-ce que le fait de rendre l'énergie un peu moins chère, il n'y a pas un risque de frein à la sobriété énergétique? C'est une vraie question qui se pose. Non, je ne le pense pas. Ce qu'il faut savoir... Quand on touche au portefeuille, on sait très bien que les gens font plus attention que si on libéralise un petit peu tout ça. Non, je ne le pense pas. Nous, au Rassemblement national, on défend l'écologie et on ne défend pas l'écologie punitive. À titre d'exemple, on est toujours en train de taper sur les automobilistes, alors que la pollution en France, c'est 1% de la pollution mondiale. Également, il faut savoir que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, elles sont causées par nos importations. C'est pourquoi au Rassemblement national, on défend entre autres les circuits courts, le localisme. Donc nous, on a des mesures de bon sens, donc oui à l'écologie, mais non à l'écologie punitive. 32% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport en France. C'est sûr. Et sur le réchauffement climatique, qui est quand même l'urgence absolue, qui est un petit peu le parent pauvre de cette campagne, il faut bien le dire, on va quand même en dire un mot sur ce plateau. Vous le dites, effectivement, les circuits courts, bon, ça c'est une épreuve, c'est une mesure qui fait consensus, mais comment aller plus vite? Tous les rapports sont très très inquiétants par rapport à tout cela. On a noté que la France avait fait cet effort, vous l'avez dit, on est petit, mais chacun doit faire ce qu'il peut. Mais il faut aller plus vite, tous les experts s'accordent là-dessus. Effectivement, après on va pas corriger en 2 jours des années et des années de. Mais l'urgence est là. Oui, il y a une urgence. On en est bien conscient, mais comme je dis, on va pas réaliser en 2 jours, corriger en 2 jours des années et des années de pollution et de réchauffement climatique. Comme je disais, nous on a des mesures de bon sens avec les circuits courts, le localisme, avec donc on le disait, la réduction de la TVA sur les carburants, mais on a aussi d'autres mesures. Par exemple, nous, on défend notre parc nucléaire. Ouais, on en parlera, du mix énergétique, mais oui, effectivement. Qui est une énergie, je le rappelle, peu chère, peu coûteuse et une énergie propre. Christophe Neigène, vous avez cette liberté de ton, puisque n'appartenant à aucun groupe. Quelles sont les urgences en termes de pouvoir d'achat, qui est la priorité des Français selon toutes les études? Oui, alors déjà, ce qui est le plus important, c'est valoriser le travail. C'est que les gens qui travaillent puissent en vivre décemment. Et c'est pour ça qu'il serait nécessaire de conditionner certaines baisses de charges ou certaines aides à des augmentations de salaire pour que les gens puissent pouvoir plus consommer et réellement vivre. Est-ce qu'on réforme l'assurance chômage, qui est un des leviers porté par le gouvernement pour... Oui, tout à fait. Alors, nous, on avait déposé une proposition de loi avant qui est la suspension, qui est la dissolution, pour que toute réforme de l'assurance chômage passe par le Parlement et ne soit pas uniquement faite de manière très verticale, comme on a pu le voir là, par le Premier ministre. Mais vous y seriez donc favorable à cette réforme, c'est-à-dire ce durcissement des conditions? Non. Moi, je suis favorable à ce qu'on en discute au Parlement. Ouais, là, un point sur lequel je suis d'accord avec M. Bachelard, quand il disait qu'à un moment donné, la question n'est pas de savoir qui va être le Premier ministre, la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire avancer le pays, et ça ne peut pas fonctionner sans passer par l'Assemblée nationale. Donc oui, on doit en discuter. Et pourquoi on doit en discuter encore plus au Parlement? Pour pouvoir prendre en compte tous les cas de figure. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas qu'on dise tiens, il faut travailler plus de 6 mois pour pouvoir avoir le chômage. Ça peut se discuter, mais qu'est-ce qu'on fait avec les saisonniers?
est-ce que ça risque pas derrière, surtout dans une circonscription comme la nôtre, où le tourisme est important, d'y porter préjudice. Donc oui, pour discuter de tout sans aucun problème, mais à un moment donné, ça doit être fait. Et encore une fois, d'où l'importance, et je remercie d'avoir souligné mon ancrage territorial, d'où l'importance d'avoir une réelle connaissance du terrain. Parce que quand on parle même d'un sujet aussi national que l'assurance chômage, eh ben, la vie dans la montagne vosgienne, c'est pas pareil qu'à Paris, c'est pas pareil qu'à Bordeaux, c'est pas pareil qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Exactement. On a tous des particularités. Donc, moi, la valorisation du travail est que les gens qui travaillent puissent vivre plus décemment et pouvoir consommer. Mais c'est aussi revenir sur le prêt à taux zéro. L'accession au logement, extrêmement important. Nous, on a combattu sa suppression le mandat précédent et je pense que ce serait une bonne chose, justement, qu'on revienne dessus. Et après, derrière, les mesures pour les seniors, pour l'emploi des seniors avec une revalorisation de la surcote. On sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué après 55 ans de trouver un emploi, d'où la revalorisation de la surcote. Et des exemples comme ça, on peut aller en fin de compte sur un peu près tous les thèmes. Tout comme les AESH d'ailleurs. La revalorisation des AESH, ça c'est quelque chose, c'est une proposition de loi que j'ai portée personnellement, soutenue par mon groupe. Et en fait, il faut non pas faire du général, mais au contraire, aller au cas par cas. On va parler des retraites dans un instant. Étienne Bachelard, le programme du NFP est sans doute le plus à contre-courant, en tous les cas, le vrai programme de rupture, avec 20 actes de rupture. Alors, symboliquement, on a tiré essentiellement le SMIC à 1 600 euros net. L'abrogation de la réforme des retraites, je viens d'en parler. La hausse des impôts pour les plus riches et le retour de l'ISF. L'inquiétude des milieux économiques, c'était le financement. Certains ont parlé d'une ruine du pays en quelques semaines. On va rappeler quand même que Thomas Piketty et la prix Nobel de l'économie Esther Duflo ont adoubé ce programme-là. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Et pourquoi cette inquiétude, malgré tout, des milieux économiques ? Eh ben, par rapport à ce programme, il souhaite effectivement engager une rupture, mais aussi apaiser la situation sociale face à cette pauvreté qui est présente, face à ces difficultés que rencontrent les Français, et aussi reconstruire les services publics qui ont été mis à mal par des réformes successives. Et M. Negen évoquait qu'il est important d'avoir des actions aussi ciblées pour l'ensemble des Français. Et c'est le cas des ruptures qu'on portera sur le pouvoir d'achat dans les 15 premiers jours de manière très rapide, avec par exemple une action sur la revalorisation du minimum vieillesse, puisqu'il y a les actifs, mais il y a les personnes qui sont à la retraite et c'est important qu'elles soient également aidées. Et c'est aussi le cas pour les agriculteurs. Nous allons mettre en place des prix planchers rémunérateurs qui leur permettront d'avoir en tout cas une lisibilité sur leur vente et de pouvoir être un peu plus serein dans leur activité qui n'est pas simple en ces temps où parfois ils ont du bashing à leur encontre. Et puis, c'est vrai, on parlait de pouvoir d'achat, mais dans les ruptures, c'est aussi se dire on va agir concrètement pour les services publics, c'est-à-dire pour l'école, en revenant sur la réforme des savoirs, tout en préservant la liberté pédagogique des enseignants, mais aussi sur la santé, par exemple, avec une conférence nationale de sauvetage de l'hôpital public. Et déjà, l'enjeu, j'ai échangé avec le président de la DEMAT il y a encore une quinzaine de jours. L'association de défense de la maternité de l'hôpital de Remiremont. On a le service de néonatologie qui a fermé de manière provisoire, mais pour plusieurs mois. Il faut assurer la poursuite de l'activité cet été. Et pour ça, il faut réussir à rendre davantage attractifs ces métiers. Ça va par là donner une considération un peu plus importante à ces métiers du soin et du médico-social, mais aussi peut-être par des valorisations de salaire pour ceux qui travaillent de nuit et le week-end. Et c'est en tout cas ce que nous proposons dans notre programme du nouveau Front populaire. Pauline Fraisse, quel sera l'âge légal de départ à la retraite si le RN arrive aux affaires ? On n'a pas tout saisi complètement. Alors on est constant là-dessus et on l'a toujours dit, Jordan Bardella l'a rappelé. Pour les carrières longues et les métiers pénibles, voilà c'est ça, 60 ans. Après on sera sur un système progressif avec un âge maximum de départ à la retraite de 62 ans.
On repousse cette réforme à plus tard quand même. Non, elle n'est pas repoussée. Là, comme on le disait, là, on a le temps des urgences. Après viendra le temps des réformes. Donc les retraites, le Rassemblement national, je pense que c'est le seul qui est constant et qui prend en compte à la fois les carrières longues et les critères de pénibilité. Il faut savoir que par le passé, sur les critères de pénibilité, vous en avez 4 sur 10 qui ont été supprimés. Le port de charge, l'exposition aux produits chimiques, etc. Donc concrètement, un maçon ne rentre plus dans les critères de pénibilité, ce qui n'a plus aucun sens. Et je tiens à rappeler qu'on avait déposé une motion de censure au Rassemblement national qui malheureusement n'a pas été votée justement contre cette réforme des retraites. Donc nous, on a toujours été constants et on défend. Alors malgré la réforme, le corps a mis en avant le fait qu'on était déficitaire. Donc si on revient à 62 ans, on sera encore plus déficitaire, c'est mathématique. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Non, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que là, si on dans ce qui est dans les tuyaux, de vouloir repousser l'âge légal de départ à la retraite, il faut savoir que pour les plus de 60 ans, vous avez 2 tiers qui sont soit au chômage, qui sont soit en invalidité, soit au RSA. Donc de toute façon, vous allez créer de la dépense. Nous, c'est une mesure de justice sociale qu'on veut mettre en place. Comme je l'ai dit sur notre programme, on fera des économies sur d'autres volets, mais en tout cas sur la retraite, c'est une mesure de justice sociale. C'est aussi, je pense, un peu la colonne vertébrale dans une société. Donc nous, on ne transigera pas pour permettre aux carrières longues et aux métiers pénibles de pouvoir partir plus tôt et en bonne santé à la retraite. Étienne Bachelard, sur la retraite? La retraite, dans les mesures... Mélenchon a dit, on va pas... Encore Mélenchon, mais a dit, si on est élu à 60 ans, vous pourrez partir, mesdames, messieurs. Mais en tout cas, notre programme est clair sur ce point, que dès que nous arriverons au pouvoir, nous abrogerons les décrets d'application de la réforme des retraites qui portaient l'âge de la retraite à 64 ans. Et puis ensuite, nous souhaitons apaiser le pays. Et donc, nous n'allons pas imposer une retraite, des modalités comme ça a été le cas par le président actuel, sans prendre en considération les forces syndicales, la société civile. Et donc c'est pour ça que dans un second temps, dans les 100 premiers jours, nous souhaitons mettre en place une grande conférence sur le travail, les emplois, la qualification, en partenariat avec cette société civile qui n'a été pas assez écoutée et pourtant qui connaît les réalités du terrain, qui sait qu'il y a des spécificités pour certaines branches professionnelles. Et donc telle est la caractéristique de notre projet, c'est de ne pas faire de la simplicité, du marketing politique avec des bons produits d'appel, mais de dire oui, il y a un cap clair à donner, il faut redistribuer les richesses, il faut agir pour les services publics et redonner de l'espoir avec des modalités qui, pour les choses bien précises, seront définies avec les partenaires sociaux sur cette question précise des retraites. Christophe Naegelen, on revient sur la réforme des retraites. On va rappeler que vous n'aviez pas voté la motion de censure portée par votre groupe contre le gouvernement, que le texte a été adopté finalement à 9 voix près. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une position claire par rapport à ça ? Elle a toujours été claire. C'est dans les colonnes d'ailleurs de Vosges Matin que 2-3 semaines avant l'élection, j'avais exprimé le fait que je ne voterais pas en faveur de cette motion de censure, que je ne voterais pas en faveur de la réforme des retraites pour plusieurs raisons. La première, les critères de pénibilité qui n'étaient pas pris en compte, qui ont été supprimés en 2017. Et deuxièmement, par rapport à la forme dans laquelle le gouvernement l'a fait passer. Par contre, j'avais aussi exprimé le fait que je n'étais pas favorable à la motion de censure. Il faut revenir au contexte international de l'époque, avec un début de guerre en Ukraine quand même qui était relativement anxiogène. Ce que veut dire une motion de censure, c'est donc une démission complète du gouvernement. Et deuxièmement, le fait de se dire que tout ce qu'une loi peut faire, une loi peut la défaire. Et c'est pour ça qu'avec mon groupe parlementaire, on avait fait cette proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif du départ à la retraite, dont je suis le premier co-signataire, ou d'ailleurs des députés aussi de la NUPES, que les députés de la NUPES avaient co-signé, qu'on a mis dans notre niche parlementaire, qui a été discutée à l'Assemblée nationale, en commission des affaires sociales, et où la majorité des députés présents à la commission des affaires sociales ont voté contre. Mais encore une fois, tout ce qu'une loi peut faire, une loi peut la défaire. Il faut attendre de voir comment sera le futur gouvernement pour qu'on puisse en discuter. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une réforme. On a besoin d'une réforme qui soit systémique, qui prenne en compte, encore une fois, les spécificités. Moi, je pense notamment à la pénibilité qui est important. Après, ce que je regarde, faut le signaler aussi, ce que je regarde, c'est qu'on n'ait pas pu aller au vote
directement dans l'hémicycle, avec le capharnaüm qu'il y avait à l'époque. Et c'est pour ça que j'avais dit, moi je veux pas rajouter du chaos au chaos. Puis en fin de compte, on y est maintenant. Alors avec un an et demi plus tard, on y est. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas pu discuter de cette loi rappelé qu'il dans n'y a pas eu de l'hémicycle. vote vraiment sur... Mais non, et il y aurait eu un vote. Je l'avais dit, heureusement, bien en amont, que je n'y étais pas favorable. Puisqu'on parlait d'actualité internationale. Et par contre, juste, on parlait des retraites. Sur la partie pouvoir d'achat, c'est aussi un point sur lequel on s'était mobilisé pour ne pas, contrairement à ce que voulait faire à un moment donné, ce qui était prévu par le gouvernement, désindexer l'inflation. Alors ça, vous êtes tous d'accord là-dessus. L'indexation des retraites à l'inflation, le Rassemblement national, tout le monde est d'accord sur ce plateau. C'était important de le dire quand même. Nous, on s'était battu pour ça. Un petit mot sur le contexte international. Vous parliez du conflit en Ukraine. Pauline Fraisse, votre position par rapport à ça. Est-ce que, si le Rassemblement national arrive à Matignon, est-ce qu'on continuera à aider l'Ukraine ? Jordan Bardella a dit que oui, mais... Notre position a toujours été claire, effectivement, on continue. Si, notre position a toujours été claire. On continuera effectivement à apporter un soutien logistique, défensif à l'Ukraine. Par contre, il est hors de question qu'on envoie par exemple des missiles longue portée en Russie, puisque je tiens à le rappeler, on serait considéré comme co-belligérant et on se retrouverait face à face de puissances nucléaires. Donc on a toujours été très clair là-dessus et notre position ne change pas. Donc soutien au peuple, est-ce qu'il y aura un rapprochement par rapport au pouvoir russe ? Est-ce qu'on dialoguera avec Vladimir Poutine ? Alors, il n'y a pas de rapprochement spécifique. On aura des relations diplomatiques comme ce qui existe, ni plus ni moins. On entend souvent qu'on aurait des rapprochements ou qu'on aurait des ingérences avec la Russie. Pas du tout. Notre positionnement a toujours été clair. Étienne Bachelard. Cette question de la France, de l'image et de la place de la France à l'international et en Europe est très importante. C'est pour ça que nous avons aussi une présence à l'Union européenne, d'ailleurs, que le Parti socialiste était dans la coalition avec les libéraux et le Parti populaire européen, et qui a gouverné pendant la précédente mandature pour mettre en place des actions comme le Pacte vert. Donc nous savons aussi gouverner avec d'autres forces politiques. Je pense que c'est important de le rappeler pour montrer en quoi nous sommes sérieux et fiables. Sur cette question des affaires internationales, je pense important sur la question de l'Ukraine de rappeler que le soutien est indéfectible de notre côté par rapport à la liberté du peuple ukrainien, mais aussi à la préservation de l'intégrité de ses frontières, puisque c'est un des principes clés du droit international. Et puis, quelles frontières ? Parce qu'elles sont fluctuantes, tous les jours elles changent, malheureusement. Les frontières, la ligne de front change, mais la frontière et la souveraineté du peuple ne changent pas. Et puis, ça me permet. À la Crimée, est-ce qu'on revient on peut revenir c'est toute la question. Ça sera probablement le travail de la commission aussi des affaires étrangères, dans lesquelles des députés du nouveau Front populaire seront présents. Je sais que c'est un sujet qui vous mobilise beaucoup, parce que vous êtes investi sur ces questions aussi internationales, avec les groupes de soutien. Et ça me permet, en tout cas, d'évoquer la question du conflit à Gaza, qui, dans cette situation politique française, est un petit peu oubliée. Il y a des drames humains qui continuent. Et de ce côté-là, on appelle de manière claire au nouveau Front populaire, c'est dans notre programme, à la libération des otages, mais aussi un cessez-le-feu immédiat. Et on reconnaît les massacres terroristes perpétrés par le Hamas. Équilibré, c'était pas facile à obtenir, il faut être clair. La France insoumise était quand même très très en pointe par rapport à cette affaire. Ça montre le rééquilibrage qui est aussi en cours dans ce nouveau Front populaire. Et l'apaisement, il va aussi avec l'ensemble du territoire français. Il ne faut pas oublier aussi nos territoires ultramarins, avec la situation en Nouvelle-Calédonie. Et à cet égard, la réforme du corps électoral, mise un petit peu sur la table, peut-être de façon prématurée par le président de la République, a mis le feu aux poudres. C'est un sujet qui est complexe, que je ne maîtrise pas totalement. Je sais que vous aviez voté pour cette réforme au mois de mai. Je crois que le groupe Lyot, majoritairement, s'était positionné contre. On était très équilibré. Je peux l'expliquer, cette réforme est simple. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, non mais juste pour faire un petit point, on a besoin de réformer ce corps électoral. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui habitent en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans, 22 ans, qui n'ont pas le droit de vote. Ce sont des Français. Ils habitent dans un département, dans un territoire français d'outre-mer, ils n'ont pas le droit de vote. Et le fait de réformer ce corps électoral, c'est uniquement dire à des Français:
leur laisser la possibilité de pouvoir voter. Donc moi, en effet, à titre personnel, j'y suis favorable et je crois qu'on était très équilibrés dans les votes parce qu'il y avait une partie de mes collègues corses et bretons qui étaient plutôt défavorables. La solidarité indépendantiste, on ne va pas faire de caricature, mais c'est un peu ça. C'était à peu près ça. Mais il y a besoin de trouver une voie d'apaisement, de recherche de consensus. La mission actuelle, je pense, y travaille, c'est des personnes chevronnées qui travaillent actuellement sur le terrain, mais il faut aussi écouter l'ensemble des partis et peut-être revenir aussi sur cette question de la France avec son histoire avec les colonies qui n'a pas toujours été tout Allez, il va falloir qu'on vraiment plonge dans les dossiers purement vosgiens. Pauline Fraisse, vous êtes en retard en temps de parole sur la situation internationale, Gaza et puis la Nouvelle-Calédonie. Un petit mot peut-être C'est quand même drôle d'entendre le nouveau Front populaire dire qu'ils sont pour l'apaisement dans notre pays quand, pendant les élections européennes, vous avez davantage fait campagne autour de Gaza que sur les enjeux européens. Ce n'est pas le cas du Parti socialiste. Également, c'est quand même facile de dire que vous êtes pour l'apaisement et pour le respect de nos principes républicains. Comme je le dis toujours, en politique comme en amour, il y a uniquement les actes qui comptent plus que les paroles. Et quand on a dans ses rangs, on peut le rappeler rapidement et succinctement. Alors vous le disiez, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, qui sera peut-être pas votre Premier ministre, mais quand il nous dit que l'antisémitisme en France est structurel, alors qu'on a une hausse de 300% des actes antisémites en France, on peut quand même se poser des questions. Quand on en parlait, Philippe Poutou du NPA, qui est poursuivi pour apologie du terrorisme. A-t-il été condamné ? Il est poursuivi pour apologie du terrorisme. La justice n'a pas statué. Il est poursuivi. Quand vous avez, j'en terminerai par là, parce que ça fait déjà beaucoup d'exemples, mais quand vous avez dans vos rangs un Raphaël Arnaud dans le Vaucluse qui est fiché S, alors non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois, effectivement, on peut quand même se poser des questions sur votre réelle volonté pour la paix et pour le respect de nos principes républicains. Allez, on enchaîne sur les autres. Je me juste quelques mots quand même, qu'il ne faut pas confondre fichier S. Il n'y a pas forcément de choses inscrites à son casier judiciaire. Il n'y a pas eu de décision de justice disant qu'il était coupable de quelque chose. Et par rapport à la question de l'antisémitisme, c'est un sujet que nous condamnons fermement. Et nous avons un plan interministériel de lutte par rapport à l'antisémitisme. Et je ne vais pas rappeler les histoires sombres du Front National, mais c'est encore le cas avec ses candidats. Souvent, quand on en arrive là, c'est qu'on arrive à la fin de sa fiche argumentaire. Non, le Hamas, pour préciser les choses, le Hamas, les attaques du Hamas en octobre, il y a eu une marche contre l'antisémitisme 2 jours après. Le CRIF dans appelle votre groupe, vous avez mis combien de temps ? Rassemblement national n'y participe pas. Donc si les Juifs eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas le RN à cette marche, je pense que nous sommes fiers et nous avons des convictions. On est rempart contre l'antisémitisme. Vous avez mis Passons un temps long. Passons aux sujets locaux, je pense. Oui, ça ne vous plaît pas, vous êtes mal à l'aise. Vous avez mis un temps fou, voire vous n'avez pas reconnu, effectivement, on peut citer Rima Hassan, on peut citer Sandrine Rousseau qui nous disait que le Hamas avait commis des actes de résistance. Et effectivement, vous parlez donc du Rassemblement national. Je tiens à vous rappeler quand même que Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti et vous êtes en train d'insulter les 7 millions de Français qui ont voté pour nous aux européennes. Donc ils ne sont pas dupes. C'est le même parti qui a changé de nom. Oui, mais nous, quand par exemple on a des candidats qui, ça peut arriver, qui tiennent des propos, etc., nous on les exclut, on les désinvestit, ce qui n'est pas le cas. Allez, fin de ce débat, il faut vraiment qu'on aille sur les dossiers locaux. Alors, les autres priorités telles que manifestées par les Français dans les études constantes sont notamment la santé et l'accès aux soins. On va arriver tout de suite sur l'hôpital de Remiremont, on a commencé à en parler. Christophe Negelen, dossier prioritaire. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé, est venu sur place début décembre, réaffirmant la volonté de pérenniser l'activité de l'hôpital, mais donc a démissionné peu après. Où est-ce qu'on en est ? Quels sont les leviers ? On connaît toute la problématique, la formation. On sait qu'on a ouvert un petit peu le numerus clausus. Vous estimez que ce n'est pas du tout assez, pas suffisant. Et puis, comment est-ce qu'on devient attractif, puisque c'est un problème national ? Au moment de la dissolution, j'étais rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la difficulté d'accès aux soins. Donc tous les mercredis et les jeudis matins depuis 1 mois et demi, j'ai auditionné tous les anciens ministres de la Santé depuis Xavier Bertrand, tous les directeurs généraux d'administration, les syndicats de professionnels. D'ailleurs, le 4 et 5 juillet, la commission d'enquête parlementaire devait venir au CHU de Nancy, directrice générale de l'ARS Grand Est, doyen de fac de médecine, puis Ravenel, puis l'hôpital d'Épinal, puis l'hôpital de Remiremont. C'est ce qui était prévu. Bon, malheureusement, il y a dissolution. Néanmoins,
il faut voir aussi à l'hôpital de Remiremont ce qui fonctionne. Là, on vient de recruter ces dernières semaines 4 médecins, un pédiatre, alors qui est praticien associé, mais ça reste néanmoins un pédiatre qui va pouvoir aider le docteur Bengrina, un radiologue, un gériatre qui va pouvoir nous permettre de rouvrir des lits au 6e, donc dans la partie gériatrie, il y en a un 2e qu'on espère pouvoir recruter bientôt, et une gynéco, et je crois que j'ai déjà dit pour le radiologue. Donc, il y a aussi, comme quoi, il y a des praticiens qui viennent. Ce que je me suis rendu compte, moi, dans cette commission d'enquête parlementaire, c'est qu'on a un problème aussi avec les facs de médecine. Parce que les doyens disent « Ah bah oui, mais autonomie des universités ». Et donc, on a beau voter des lois pour réduire le numerus clausus, derrière, vous avez les facs de médecine qui disent « Bah oui, mais on n'a pas assez de moyens, donc on ne peut pas former comme vous nous le demandiez ». Donc, à un moment donné, il faudra demander, d'ailleurs, on a commencé à le sortir dans la loi Valtou, qui est demandé aux doyens de fac de médecine de dire « Bah non, chaque année, vous allez devoir former X ophtalmo, X dermato, X cardiologue ». Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose faire correspondre l'offre à la demande. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je préconise. Alors oui, on a un problème. L'hôpital de Remiremont manque de médecins. Pas d'urgence de nuit en ce moment. Vous parliez tout à l'heure d'augmenter les salaires revenus, ce qui est vrai et ce qui est nécessaire pour les professions paramédicales. Néanmoins, c'est pas le problème de l'hôpital de Remiremont. Demain, vous avez 10 médecins qui viennent à l'hôpital. On est en capacité de les embaucher. On a besoin de médecins urgentistes. On a besoin de pédiatres pour le plateau technique d'accouchement pour la partie pédiatre et bien entendu pour refaire marcher les urgences, les 2 lignes de jour et la ligne de nuit pour les urgences de l'hôpital. Donc, il y a une sorte de petit optimisme qui commence à se manifester, ça va vous entendre, même si vous voulez, ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, avec tout le négativisme entre guillemets qu'on a entendu, des femmes enceintes se sont dit « Eh ben non, moi on me dit tous les jours que l'hôpital va fermer, je préfère aller directement à Épinal ». Et quand je discute, pas plus tard que la semaine dernière, avec une sage-femme de l'hôpital, parce que toutes les semaines, je suis en contact aussi bien avec l'ARS, avec le directeur de l'hôpital, qu'avec le personnel de l'hôpital, elle me dit « faut qu'on arrête un peu de toujours broyer du noir et de faire du Remiremont bashing ». Avec Étienne Bachelard, oui. Que proposeriez-vous justement sur cette action ? Je ne sais pas, vous avez interpellé justement le gouvernement avec les questions écrites, ce qui est très important et ce qui est le rôle du député, et que je souhaite aussi prolonger. Ça permet d'avoir des réponses claires par rapport à des situations et je vous en remercie. Et quel a été le bilan finalement de ces... Déjà, l'ARS, alors, si je ne me trompe pas, moi je vais me permettre de vous répondre parce que c'est un sujet que je connais par cœur. J'ai passé plus de 80 heures à l'hôpital. Oui, c'est pour voir justement ce qu'on a pu obtenir pour défendre ce serait bien que vous territoire. parliez, vous, de vos propositions et des propositions du Front populaire. Néanmoins, avec le personnel de l'hôpital, je pense notamment à un certain... Là, on est en train de... S'il n'y avait pas eu la dissolution, moi j'étais en train de militer pour que l'unité de soins palliatifs, les Vosges, est un département où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, l'un des 20 départements dans les Vosges. Juste des soins palliatifs mobiles dans les Vosges, il faut préciser les choses. On était en discussion et avec le directeur de l'hôpital et avec l'ARS et avec le ministre Auban au projet de loi pour que l'unité de soins palliatifs vienne soit à Remiremont. C'est quelque chose de concret et c'est exactement ça le rôle du député. Le local, le national. On intervient au national pour faire remonter les problématiques du local et si possible pour y amener des solutions, ou en tout cas, Pauline, si ce n'est pas une solution, des avantages. Pauline Fraisse, sur la santé, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, et la problématique qui est vraiment cruciale de l'hôpital de Remiremont. Très clairement, on le voit, oui, avec la situation de l'hôpital, avec les urgences qui sont fermées, qui ferment la nuit. Comme je le dis toujours, une urgence, par principe, ça ne se programme pas. On a pu parler effectivement de la néonate, donc je pense effectivement aux familles qui sont inquiètes pour la santé de leur bébé. Et plus largement également, quand on voit dans le département vosgien, c'est devenu impossible maintenant de prendre rendez-vous chez un ophtalmo, c'est devenu impossible de prendre rendez-vous chez un dermato. Quand vous arrivez à prendre rendez-vous, souvent c'est soit à Nancy, c'est soit en Alsace. Donc je pense également aux personnes qui ne sont pas véhiculées, je pense également aux personnes âgées. Donc ça c'est le constat, les solutions, quelles sont-elles ? Donc effectivement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc nous, sur le service public de la santé, on a plusieurs propositions en ce sens. Par exemple, on a proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les médecins et les infirmières qui reprendraient une activité, donc dans le cadre du cumul retraite-activité. On a proposé également la suppression des ARS, puisqu'aujourd'hui on n'entend plus
accès à la santé, droit à la santé, qui, s'il faut le rappeler, c'est quand même un de nos premiers droits constitutionnels, mais on entend rationalisation des coûts, économie structurelle, donc on fait des économies sur la santé des Vosgiens. On a proposé également, il y a également un enjeu sur la rémunération de nos infirmières, qui, je le rappelle, avec nos enseignants, sont les plus mal payés des pays de l'OCDE. Et je parlais effectivement de la suppression des ARS. Nous, on s'orienterait... Agence régionale de santé, voilà, on précise. Ça, plutôt vers un préfet vers les préfets, qui pourraient coordonner les actions au niveau départemental pour retrouver un service de santé de proximité. Et enfin, pour en conclure, je pense qu'il y a également une réflexion à faire autour, on en parlait du numérus, maintenant numérus apertus. Donc avant, on avait le numérus clausus, donc sur un nombre maximum d'étudiants. Maintenant, on est sur un numérus apertus, un nombre minimum d'étudiants, avec une dissociation entre le PASS et le LAS. Mais on voit sur les premiers reculs qu'on en a que ça ne fonctionne pas. Et par exemple, on a vu qu'un étudiant ne pouvait pas redoubler sa première année s'il échouait. Donc on voit aussi qu'il y a une grosse problématique autour des études. Donc de être santé moins exigeant avec le niveau des élèves, c'est ça que vous dites? C'est pas forcément une moindre exigence, mais on l'a découpé entre, on va dire, la PASS, qui fait un petit peu référence à ce qu'il y avait avant sur la PSS, avec voilà, on va dire les études transverses, et une LAS qu'on appelle les licences d'accès à la santé, où sur les premières études qu'on a, on voit qu'on a une grande majorité d'étudiants soit qui décrochent en fin d'année. Je crois qu'on a environ à 2/3 d'étudiants qui décrochent en fin d'année. Et en plus, quand vous échouez, vous ne pouvez pas redoubler, donc vous vous retrouvez à devoir vous orienter souvent soit vers des secteurs qui au final n'ont plus rien à voir avec la santé. Sur la médecine, il y a un problème aussi. Sur la médecine de ville, est-ce que vous êtes favorable à la contrainte? C'est-à-dire que dans les déserts médicaux, est-ce qu'on doit contraindre des jeunes médecins qui sortent de formation à passer 2, 3, 4 ans sur un territoire? Est-ce que vous êtes favorable? Alors, sur le principe de la contrainte, on n'est pas forcément pour. Nous, on préfère de l'incitation, par exemple, sur une incitation financière. Après, effectivement, on le voit que ça ne marche pas. C'est une approche libérale, et donc on voit que ça ne fonctionne pas. On fait des caricatures. Dans les Vosges, vous voyez bien qu'on a bien du mal à faire venir des jeunes médecins dans les Vosges. C'est pour ça, par exemple, qu'on propose, on l'a vu sur des médecins qui reviendraient en activité, l'exonération d'impôt sur le revenu. Mais effectivement, il y a une grosse question qui se pose. Peut-être qu'on devra en arriver sur la contrainte, mais c'est vrai que nous, on préfère déjà proposer certaines mesures, rester sur de l'incitatif, et après, effectivement, si on doit s'orienter, là, il y aura une réflexion plus profonde qui se posera. Étienne Bachelard, sur cette problématique, on parlera des termes juste après. Mais cette question de l'incitation est déjà mise en œuvre. Le conseil départemental des Vosges incite financièrement clairement, avec une prise en charge des frais à l'installation des médecins, et même les communes aussi y mettent des moyens. Donc je pense que... Aujourd'hui, c'est la course aux médecins, et l'argent public sert à aller chercher des gens. Mais est-ce qu'on peut contraindre? Toute la question est là. En tout cas, la puissance publique a un rôle à la fois d'incitation, mais aussi de régulation. C'est l'État qui est dans ses missions aussi régaliennes par rapport à cette question-là. C'est notre vision aussi du pouvoir et du gouvernement. Et la formation, c'est aussi de l'argent public, faut le rappeler, de nos médecins. Donc est-ce qu'on est légitime à dire dans le Lot, dans les Vosges, il y a tel ou tel désert médical, vous allez passer 2 ans là-bas? Est-ce que c'est soluble? La régulation qui a été mise en place sur bien d'autres domaines de l'activité économique par rapport à... On voit qu'il y a des régulateurs sur l'audiovisuel, des régulateurs sur l'énergie. Nous souhaitons qu'il y ait une régulation sur l'installation des médecins dans les déserts médicaux. C'est une mesure qui permettra en tout cas d'agir. Et puis, il y a la question de l'hôpital qui est importante, qui est un petit peu, je pense, la face émergée de l'iceberg. Mais après, il y a la question de l'accès aux médecins généralistes. Je sais qu'à Saint-Maurice-sur-Moselle, il y avait une maison de santé, un médecin était parti il y a quelques années. Et donc là, il y a cet enjeu de la permanence de soins. Et un qui arrive dans 2 semaines, pour information. D'accord. Je suis heureux pour les habitants. Voilà. Il y a aussi ce levier-là à poursuivre. Et pour avoir des connaissances qui sont médecins, qui travaillent dans l'Aude notamment, donc un territoire rural, ce qui manque souvent, c'est l'attractivité aussi pour le conjoint. Puisque c'est des personnes qui ont une formation supérieure, et donc il faut aussi qu'ils puissent trouver un travail. Et là, je pense que nous avons aussi à agir pour à la fois développer des emplois à valeur ajoutée sur notre territoire. Ça passe dans notre programme par la réindustrialisation de notre activité qui a été délaissée. On a des vallées qui ont un potentiel, on a des usines comme Garnier-Thiebaut par exemple, ou aussi Valru Industrie qui porte les jeans 1083 qui doivent être soutenus. Et puis on a tout un secteur touristique
là aussi où on a... On va parler d'attractivité, ça sera la toute fin, et la démographie. Mais en tout cas, c'est un levier, mais je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux et que l'attractivité du territoire, elle peut se faire sur un aspect économique, mais aussi par rapport à la question des solutions de garde. On souhaite porter un service public de la petite enfance pour que aussi les familles puissent avoir une solution. Parce que dans les territoires ruraux, les communes, elles ont peu de moyens, elles ont des recettes fiscales qui ont été supprimées par l'État avec la taxe d'habitation en moins, par exemple, des compensations, mais qui ne leur permettent pas d'avoir l'ingénierie. Comme vous faites à chaque fois l'état de mes votes, vous pouvez rappeler que j'ai voté contre cette mesure, d'ailleurs. Eh bien, en tout cas, il y a eu le groupe Piot, parfois, propose des mesures qui vont dans le bon sens. Il y a eu un amendement pour le rétablissement de l'ISF. Eh bien, ça, c'est un point important. Il y a eu aussi un amendement pour taxer davantage les multinationales. Vous aviez d'ailleurs proposé une loi c'est ma proposition pour de loi revoir l'assiette pour taxer du prélèvement forfaitaire unique pour qu'il soit plus large. Oui, et les produits dérivés. Les dérivés de produits et les transactions intrajournalières, toujours dans cette vision que j'ai que le travail doit payer, mais que ce qui est purement spéculatif, comme les dérivés de produits et les transactions journalières, doivent être plus taxés. Et donc, M. Negelen a cette approche-là, et nous souhaitons l'amplifier pour redistribuer davantage les richesses. Et c'est aussi un volet important de notre programme qui se base sur cette justice fiscale. Allez, les termes de plombière, Pauline Fraisse, on sait la difficulté, l'insolubilité même du problème. On va rappeler que c'est un groupe privé, le groupe AVEC, qui est propriétaire, qu'il est vendeur, mais à certaines conditions, et que les collectivités ne sont pas toutes d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, entre elles, avec le département qui propose une solution par SEM, et la région et l'État qui accepte peut-être l'idée de la SEM, mais en tous les cas pas avec Bernard Ben Saïd. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Encore une fois, on est quand même sur un domaine privé où l'intervention est forcément limitée. Effectivement, il y a un gros enjeu autour des termes. On a vu qu'elles viennent seulement, enfin il y a peu de réouvrir. Malheureusement, elles ont été fermées pendant un certain temps. On sait que les termes de plombière, c'est aussi un enjeu pour le territoire et pour l'attractivité du territoire. Ça accueille nombre de touristes, mais aussi de Vosgiens qui ont plaisir à aller... Surtout un écrin unique, hein. On est sur du style... on voit les images, hein. Napoléon III, voilà, il y a 4 stations thermales dans les Vosges, les autres sont très bien également, mais c'est totalement unique et à préserver en priorité. Effectivement, oui, vous le rappelez, effectivement, on a une architecture que je pense beaucoup peuvent nous envier. Après, oui, il y a un gros enjeu quant au fonctionnement pérenne des termes de plombière. Là, elles viennent de réouvrir récemment. Nous, on suit de près. Après, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place par le département, vous le disiez, par la région. Donc, effectivement, il y a un gros enjeu d'attractivité autour des termes de plombière. Après, voilà, il y a un gros travail qui est fait également autour du département, autour de la région, qui sont les principaux acteurs autour de cette thématique-là. Christophe Negelen, je disais, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est un peu hyper compliqué. On a un propriétaire qui veut vendre à ses conditions, qui est en redressement judiciaire, on le rappelle, hein, dans le groupe. Comment on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on en sort par le haut, sachant que on pense notamment à Calaudet, hein, qui est l'espace bien-être, qui est à l'abandon complet depuis 4 ans. Tout à fait. D'ailleurs, sur votre plateau, je crois qu'il y avait Lydie Barbeau, hein, Madame le maire de Plombières, qui, lorsque vous lui posiez la question, a clairement dit qu'elle soutenait ma candidature de par l'implication que j'ai eue à ses côtés dans le sujet des termes de plombière, parce qu'en effet, je travaille beaucoup sur ce sujet. J'avais rencontré M. Ben Saïd, moi, il y a 3-4 ans, il m'avait déjà dit « Tiens, ce serait bien qu'on fasse une SEM ». Moi, j'ai une position qui est claire. Il ne faut pas mettre d'argent public dès lors que, tant que cette personne continue à en être le propriétaire. Vraiment... Il a racheté il y a 11 ans 235 000 euros avec en reprenant aussi des dettes à hauteur d'1 million. Là, il veut vendre pour entre 6 et 8 millions. Demain, si on fait une SEM, c'est-à-dire que c'est de l'argent public qui va servir à tout refaire. Et donc, les 48-49% qu'il aura dans cette SEM vaudront beaucoup plus. Donc, en fait, on enrichit quelqu'un qui a fait péricliter les termes de plombière. Donc, moi, j'y suis pas favorable. On travaille actuellement soit sur plusieurs
plusieurs sujets, mais soit trouver d'autres investisseurs, on voit comment les collectivités peuvent réagir, mais dans tous les cas... Pourrait être étranger, d'après ce que la maire de Plombières nous a dit, on envisage tout, y compris des Allemands, on connaît le thermalisme, Catherine sait bien ce qu'il en est. Ouais. C'est un propriétaire privé, donc pour l'instant, il faut qu'on essaye petit à petit de lui faire comprendre que c'est dans l'intérêt de tous qu'il se désengage. Étienne Bachelard, rapidement, et ensuite on enchaîne sur l'immigration, la sécurité, il y a beaucoup de thèmes encore. Oui, qui sont aussi importants. Sur les thèmes de Plombières, l'essentiel des choses ont été dites. Il y a des possibilités pour l'État d'intervenir. La Caisse des dépôts, via aussi parfois la Banque des territoires, peut rentrer au capital de certaines sociétés pendant un temps et ensuite on l'a vu à Vittel, c'est le montage de Vittel. Ouais. Ça permet d'avoir aussi une gouvernance. C'est important, il n'y a pas uniquement les flux de capitaux, mais toujours aussi veiller à ce que la puissance publique puisse avoir peut-être la majorité. C'est la difficulté d'une SEM, mais... toutes les pistes doivent être évoquées. Malheureusement, là, on commence à être attardé, ce chef d'entreprise qui nous mène en bateau depuis des années, et au détriment de l'attractivité, puisque une fois que l'activité s'arrête, ça a été le cas pendant le Covid, les commerces n'ont plus les curistes, les médecins curistes, on a du mal ensuite à les retrouver, et c'est toute l'économie locale qui, une fois qu'elle est arrêtée, c'est très difficile de la redémarrer. Donc il y a urgence à trouver une solution pour sortir par le haut sur cette situation. C'est vrai que l'ouverture est symbolique. Oui, c'est très peu de personnes qui font les cures finalement. On est à 80-100 par jour au lieu des 400 en rythme de croisière. Donc c'est sûr qu'on est sur une saison alors qui va se poursuivre, Catherine, un peu plus tard que les autres stations thermales. Mais on est quand même sur du à minima. Après, je serais curieux peut-être, il y a aussi les termes de Bains-les-Bains, la Vosges-les-Bains, où le Rassemblement national... Plus grosse station thermale des Vosges. Est présent dans le conseil municipal. Je serais curieux de savoir quelle est la position par rapport au RN sur ces questions-là. Vous demanderez directement à M. Imbert. On est sur la 4e, sur la Vosges, les Bains, effectivement. Allez, on en vient à un autre dossier, c'est effectivement la sécurité, l'immigration. Pauline Fraisse, le programme du RN est connu, évidemment, à ce sujet. Retour des peines planchées, renforcement des moyens des forces de l'ordre, expulsion des étrangers condamnés, suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes, présomption de légitime défense des forces de l'ordre. Jordan Bardella a rappelé le retour à l'autorité de manière globale, ça concerne également l'école, on est sur cette ligne-là. Effectivement. L'immigration, c'est un de nos enjeux, une de nos priorités. On le rappelait, là, nos priorités sont autour de 3 grandes thématiques, nos urgences, donc le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Et vous faites un pont, entre les deux systématiquement, entre immigration et sécurité, ce qui... Là, l'enjeu de l'immigration, c'est ce que je dirais, moi, un impératif démocratique. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que les Français ne sont pas écoutés sur le sujet de l'immigration. Ça fait 30 ans que les Français souhaitent voir réduite la voilure autour de l'immigration, et ça fait 30 ans qu'on ne les écoute pas. Donc effectivement, au Rassemblement national, on porte des mesures fortes, vous en avez cité quelques-unes. On souhaite la suppression du droit du sol. Aujourd'hui, on le voit bien qu'on n'arrive plus à assimiler, on n'arrive plus à intégrer. Et là, on considère que la nationalité se mérite. On souhaite notamment renforcer dans l'acquisition de la nationalité la connaissance de la langue française ou encore l'histoire, etc. Également, la France, elle n'a plus vocation à être un guichet social. C'est pourquoi on souhaite, par exemple, la suppression des soins gratuits aux étrangers ou encore... transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, parce qu'on entend souvent que si quelqu'un malheureusement se trouve est en danger de mort ou se trouve en difficulté, on le laisserait mourir. C'est des grosses caricatures qui sont faites. Nous, on veut réduire effectivement la voilure. Quand vous avez, par exemple, vous venez en France et que vous venez vous refaire les dents gratuitement alors que vous avez nombre de Français qui aujourd'hui ne peuvent plus se soigner, c'est plus tolérable. Donc Jordan Bardella sifflera à la fin de la récréation. Vous avez cité plusieurs de nos mesures et ça fera bien évidemment partie de nos priorités. Vous dites effectivement l'immigration est un problème pour la France, c'est aussi une solution parfois. On va rappeler qu'il y a 550 000 postes non pourvus aujourd'hui alors qu'on n'est pas en situation de plein emploi. Par rapport à ça, est-ce que l'immigration n'est pas quand même nécessaire pour compenser ces postes non pourvus? Vosges Matin comme nous faisons tous les jours des reportages sur des employeurs qui ne trouvent pas de solution avec des
les salariés issus du territoire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout un enjeu autour de l'attractivité justement des métiers. On le voit, il y a des métiers en tension, on peut penser au bâtiment par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Et c'est pourquoi par exemple au Rassemblement national, on souhaite permettre aux chefs d'entreprise d'augmenter de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC et que ces 10% soient exonérés de charges. C'est gagnant-gagnant à la fois pour redonner de l'attractivité aux emplois, mais également pour les employeurs, pour ne pas les étouffer sous les charges. Donc au-delà, effectivement, il y a un gros enjeu de l'attractivité des postes. Après, nous, on ne souhaite pas non plus, on parlait de la régularisation sur les travails en tension, etc., créer une nouvelle filière ou une nouvelle pompe aspirante autour de l'immigration. Donc on ne régularise aucun travailleur sans papier aujourd'hui ? Pour le moment, il y a certains métiers en tension. On le parlait par exemple autour des médecins, etc. Où bien évidemment, on se rend bien compte que là, on en a besoin, mais on ne souhaite pas. C'est notre quotidien aujourd'hui. On est tous amenés à avoir des consultations avec des médecins étrangers. Oui, aujourd'hui, le système fonctionne déjà mal. Si on les retire, non, mais on n'a jamais dit par exemple qu'on allait retirer les médecins étrangers qui nous soignent sur le territoire. On a besoin de l'immigration, c'est ce que j'entends. On n'a pas besoin d'une immigration massive. Là, expliquez-moi comment on arrive à intégrer l'immigration aujourd'hui. Prenez l'exemple à Paris, Porte de la Chapelle par exemple. Parce que vous avez l'immigration légale, c'est 500 000 entrées légales sur 2022-2023, mais vous avez aussi l'immigration illégale. Aujourd'hui, on a 900 000 clandestins sur le territoire et on a 90% de QTF qui ne sont pas exécutés. Donc si pour vous considérez qu'il n'y a rien à faire sur ce sujet, évidemment, on ne sera pas d'accord. L'immigration, c'est un sujet important. Et là, je pense que vous avez vraiment un trou dans la raquette par rapport à cette question-là. C'est par rapport aux réfugiés climatiques. Puisqu'on estime à 260 millions le nombre de réfugiés climatiques à l'horizon 2030. C'est les chiffres de l'ONU par rapport à cette question-là. Et on voit que le programme du Rassemblement national par rapport à cette question du climat est totalement vide. Et l'ensemble des acteurs de la société civile organisés, que ce soit des entreprises ou des think tanks, disent que ça ne permettra pas d'atteindre ces questions-là. Et on voit ce que Donald Trump a pu faire aux États-Unis. Il est arrivé au pouvoir, il est revenu sur les accords de Paris. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Et c'est pour ça que je m'investis aussi pour agir sur ces questions-là, parce qu'il faut apporter du sérieux et de la crédibilité. Ouais, parce que cette immigration-là, si le territoire dans lequel elle habite n'est plus vivable, évidemment c'est pas une immigration de confort comme on peut l'entendre. C'est pas une immigration choisie, effectivement. C'est des gens qui fuient. Si on regarde les chiffres de l'immigration à l'échelle de l'Union européenne, les primo-demandeurs d'asile, les premiers pays, quels sont-ils ? C'est la Syrie, l'Afghanistan. Oui, nous avons un devoir d'accueil et d'humanité dans le cadre des traités qui nous lient. Et c'est aussi l'héritage de la France, l'héritage par rapport à notre terre d'accueil, mais de façon sécurisée, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, nous, ce que nous souhaitons proposer, ce n'est pas une immigration illimitée. Dans le programme, il y a l'enjeu de créer des voies légales et sécurisées d'immigration. Et c'est un des points importants sur lesquels je souhaitais attirer l'attention, que bien évidemment, il faut étudier les causes qu'il y a derrière. Pourquoi on parle d'insécurité ou autre ? C'est que ces personnes qui sont en situation précaire, sans statut, ils ne peuvent pas travailler bien souvent. Donc sans travail, ils sont dans une situation instable et ils sont amenés aussi parfois à commettre des incivilités. Et donc cette question du statut, de l'autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile est une solution pour apaiser aussi la situation. Allez, un mot, Pauline Fraisse, bien sûr. Juste pour clôturer, ça c'est quand même trop facile. En gros, vous excusez les actes qui sont produits au nom de la précarité ou au nom de la précarité. C'est quand même fort, on n'avait jamais entendu ça. Vous m'expliquerez du coup pourquoi, par exemple, dans nos communes rurales, nos jeunes ou moins jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont au chômage, qui n'ont plus aucun service public, qui ne peuvent plus se soigner, ne commettent pas d'actes de délinquance. Là, vous êtes en train d'expliquer que, en fait, vous êtes en train de pardonner et d'excuser, commettre de la délinquance, mais les pauvres, il faut les comprendre. Ils sont dans une situation précaire. Non, je suis désolée. On n'a pas le même logiciel. Quelles sont les causes de l'insécurité qui est réelle, ce sentiment d'insécurité sur nos territoires ? C'est le laxisme de la justice, c'est le laxisme des parents, mais aussi cette question de ne pas avoir les moyens de subsistance. Et donc, tout le monde connaît la pyramide de Maslow sur les besoins physiologiques. D'abord, c'est d'avoir un toit. Ensuite, c'est pouvoir manger.
Et donc forcément, on ne peut pas se développer sereinement si on ne donne pas ces conditions. Christophe Lejeune, un mot rapide sur l'immigration, il faut qu'on enchaîne ensuite sur le tourisme. Oui, c'est typiquement un point sur lequel c'est important d'avoir ce débat et de voir le positionnement de chacun. D'un côté, on dit on refuse tout le monde. De l'autre, on dit on accueille tout le monde. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. La position que j'ai eue pendant le texte immigration, et je faisais partie des 14 députés voté, présents, la loi Asile, présents à la CMP, c'est de dire c'est pas compliqué. On a sur notre territoire des personnes qui sont étrangers, qui travaillent depuis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On a besoin de leur donner un statut. On a besoin de leur donner un statut pour qu'ils puissent s'intégrer. Et de toute façon, ils payent déjà des impôts, ils travaillent déjà, ils créent de la valeur sur notre territoire. Par contre, tous ceux qui ne respectent pas les principes de la République, tous ceux qui ne respectent pas nos lois, qui sont étrangers en situation irrégulière, on doit en effet accélérer les reconduites à la frontière et les expulsions. Et je tiens à dire que ce texte, il est important. Aujourd'hui, si on n'avait pas supprimé une partie de certains articles du CESEDA, ça veut dire qu'un étranger en situation irrégulière, s'il est sur le territoire depuis plus de 10 ans, il avait beau commettre un crime qui amenait plus de 5 ans d'emprisonnement, on était obligé de le garder chez nous. En le votant, au moins, on est en capacité de le renvoyer. Donc, on accueille ceux qui... et on donne un statut à ceux qui créent de la valeur, qui travaillent, qui sont déjà présents. Et par contre, on est beaucoup plus dur et on renvoie beaucoup plus rapidement ceux qui ne respectent pas les principes de la République. Allez, grand atout de la circonscription, le tourisme, 4 saisons avec un équilibre à trouver pour éviter sur certaines périodes la surfréquentation. On va vous demander aux uns et aux autres si c'est un leurre de parler comme ça ou si c'est une réalité. Votre point de vue, vos propositions. On va rappeler qu'il y a des interdictions nouvelles, de nouvelles constructions, notamment à Gérardmer au-dessus de 700 mètres d'altitude. Qu'en est-il, Christophe Lejeune, vous aviez la main, je vous la redonne tout de suite. Est-ce que vous acceptez cette terminologie sur-tourisme parfois? Il faut faire attention, ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Oui, encore une fois, ça dépend sur quel secteur. C'est des courtes périodes où voilà. Après, vous parlez de Gérardmer, la suppléante de M. Bachelard est adjointe à Gérardmer. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, élu depuis plus longtemps que moi. Non, mais quand vous parlez de professionnalisation, moi, ça fait que 7 ans que je suis élu. Mais bon, bref. Et donc, ça, c'est article 72 de la Constitution, libre administration des collectivités. C'est est-ce qu'il faut en passer par là? C'est ça la question. C'est la commune de Gérardmer qui est seule maître pour décider de ce qu'elle veut faire. Après, non, si on regarde sur le reste du territoire, on ne peut pas parler de surtourisme. Et de plus, ça fait aussi vivre beaucoup de personnes. Ça fait aussi vivre beaucoup de personnes. On ne doit pas opposer tourisme à industrie. Tout le monde... sur notre territoire, je rappelle qu'on est la montagne française avec la plus forte densité de population au kilomètre carré. On ne veut pas mettre non plus une cloche de verre sur nos montagnes et là où on habite. Donc on doit pouvoir y vivre, on doit pouvoir y travailler. Le tourisme en fait partie, c'est générateur de... Mais la part de résidences secondaires qui enfle avec beaucoup de communes aujourd'hui qui ont plus de la moitié des logements, des maisons, des bâtiments, des bâtisses qui sont l'apanage de résidences secondaires. Il faut faire attention à ça quand même. Il faut faire vivre ce territoire-là. D'où l'importance, je vous parlais tout à l'heure de revenir sur le prêt à taux zéro, parce que je sais que les jeunes Vosgiennes et Vosgiens qui veulent s'installer à la Bresse, à Gérardmer, où c'est compliqué parce qu'en effet, la spéculation financière a fait que les tarifs ont augmenté, et qu'on les aide pour qu'ils puissent rester sur notre territoire et s'y installer. Et ça, c'est concret, et c'est aussi ce que les collectivités doivent faire, chacun à leur niveau, c'est aider les Vosgiens et les Vosgiennes qui veulent rester à Pauline Fraisse, sur ce dossier important, évidemment, dans votre circonscription. Effectivement, le tourisme, c'est un des gros atouts de la troisième circonscription des Vosges. Après, moi, je pense pas qu'il y ait de surtourisme. On l'entend beaucoup, par exemple, autour de la route des Crêtes, etc. Je pense pas qu'il y ait de surtourisme. Le tourisme, c'est un de nos moteurs économiques. Ça fait vivre aussi nos petits commerces. Ça fait vivre nos commerçants, etc. Donc, je pense pas. Je rejoins là. Je pense pas qu'il faille mettre sous cloche notre massif. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de donner peut-être. En fait, on entend de plus en plus. Et on cherche de plus en plus en fait à opposer tourisme, où on entend surtourisme, et par exemple mesures écologiques ou autres. Le massif, il appartient à tout le monde. Pour moi, à mon sens, il n'y a pas de surtourisme actuellement. Comme il n'y a pas de surtourisme actuellement, nos petits commerçants ont besoin des touristes, ont besoin de la fréquentation pour vivre. Et comme je le dis souvent, la fréquentation ne fait pas le revenu. C'est-à-dire que si on condamne nos petits commerçants parce qu'il n'y a plus de touristes,
surtourisme, etc., et ben derrière, on aura moins de rentrées. Donc non, moi, je ne considère pas actuellement qu'il y ait de surtourisme. Sur le ski, pardon, Catherine. Un équilibre entre la fréquentation et le milieu naturel, notamment sur les crêtes. Effectivement, oui. Alors après, il y a effectivement des réflexions qui peuvent se poser. On le voit sur le balisage des chemins, etc. On voit que les touristes ne soient pas tous concentrés au même endroit. Après, il y a d'autres questions aussi. On le voit aussi de plus en plus, les incivilités qu'on peut voir autour des massifs. Donc oui, il y a une conjugaison à faire. Par contre, pour moi, dire qu'il y a du surtourisme et qu'il faut le réduire drastiquement au nom de l'écologie, non, je pense qu'on peut concilier beaucoup plus. Sur le ski, qu'est-ce que voilà, les projections nous disent quand même que dans les 20 ans à venir, on pourra encore skier dans les Vosges, mais forcément avec des journées un nombre de journées moins important. Il faut continuer à y aller. Il y a les problématiques, évidemment, à Gérardmer, entre autres, avec une commune qui est obligée de mettre plusieurs millions d'euros chaque année puisque c'est une régie. Est-ce que le ski a encore de l'avenir sur notre massif ? Malheureusement, on a vu effectivement qu'on a eu des saisons de ski qui ont été un petit peu amoindries par le manque de neige, mais effectivement, je pense qu'il faut conserver et défendre les stations de ski dans les Vosges. Par exemple, pour citer un exemple, dans le budget d'une station de ski, le budget moyen, l'électricité, ça représente 20%. Et on sait aujourd'hui que les prix de l'électricité, que ce soit pour nos entreprises ou pour nos stations de ski, peuvent asphyxier le fonctionnement de nos structures. C'est pour ça, par exemple, à titre d'exemple, qu'au Rassemblement national, on souhaite renégocier les tarifs de l'électricité. Aujourd'hui, on a des règles de tarification sur le marché européen, ce qui fait que les Français ou les entreprises payent beaucoup trop cher une électricité qu'on peut produire à bas coût en France. Donc effectivement, il y a cet enjeu-là du financement. Mais en tout cas, non, il faut faire vivre nos stations de ski qui sont un moteur économique pour la troisième circo. Tourisme, écologie, comment trouver le bon équilibre ? C'est un sujet que je connais bien. Dans mes fonctions de directeur des politiques internes à ODCVL, je suis en charge de la politique de responsabilité sociale des entreprises. Et donc, je suis justement mobilisé avec nos établissements que l'on a à Gérardmer, à la Bresse, au Pont du Métis et au Chalet Artimon, aux Belles Huttes, sur ces questions-là. C'est des enjeux à la fois sociaux. Nous, il y a la question d'avoir les saisonniers. Et donc, nous avons décidé de mettre en place une politique aussi de contrat long pour avoir justement cette stabilité-là. Et puis, c'est l'adaptation au changement climatique, donc de nos activités. Donc, nous proposons, il y a cette question de la diversification sur les 4 saisons qui est essentielle. Et en parallèle, c'est aussi comment interroger l'évolution des activités. On voit qu'au Col de la Chourte, un équipement a été mis en place pour pouvoir étendre la période d'activité. Ne pas se remettre en question sur ce sujet-là, ce serait renier les enseignements de la science qui montrent qu'il y aura un enneigement qui sera insuffisant dans les années qui viennent. Et il faut mais 20 ans encore où on peut imaginer qu'il y aura des saisons correctes. Donc est-ce qu'il faut jouer cette carte-là ? C'est la question de la juste dépense publique. Le rapport de la Cour des comptes qui est sorti au printemps, qui malheureusement ne concernait pas les stations vosgiennes, mais montre qu'il y a de l'argent public mis de plus en plus dans les stations. Et que les stations, c'est l'argent public qui subventionne une pratique qui concerne une infinité des Français, une minorité de Français. Ouais, mais le tourisme massif du mois de février, on sait très bien qu'on ne va pas le réinventer hors ski, c'est pas possible. Il y a des solutions qui existent. Certaines stations dans le Jura se sont déjà mises en transition. J'ai été administrateur de Mountain Riders et pendant plusieurs années, quand j'étais encore étudiant, qui agit justement avec les collectivités, qui propose un label, le Flocon Vert. Et donc c'est un sujet que je m'engagerai à porter en tant que député. Le député, il me semble, peut également siéger au comité de massif. Donc c'est un rôle aussi sur le territoire pour défendre ces questions-là. La loi montagne avait une spécificité et il faut aussi la défendre pour pas qu'elle soit remise en question. Christophe Najane, 1 minute là-dessus, sur le ski. Oui, l'avenir du ski, il faut le soutenir, on y va. Bien sûr, il faut le soutenir. Oui, on a eu 2 hivers difficiles. Moi, je tiens juste à rappeler que pendant les 2 années Covid, c'est un enneigement exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de neige. Mais on sait qu'il y aura encore des hivers comme ça. C'était pas il y a 20 ans, c'était pas il y a 30 ans, c'était il y a 4 ans. Donc oui. Mais statistiquement, sur 10 ans, on sait qu'on en aura moins. Donc on y va franco. Sur le Grand Tétra, qui est quand même aussi un dossier un peu emblématique, réintroduction ou c'est quoi la terminologie, Catherine, de la préfecture ? C'est, je ne sais plus, on ne parle pas de réintroduction, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet qui a donné lieu à des polémiques. Christophe Najane, il faut y aller. Personnel, j'étais pas favorable du tout et je l'avais dit à la préfète.
Donc, comme la famille Munier notamment qui a beaucoup travaillé sur cette question. Pauline Fraisse, c'est symbolique, mais c'est aussi un vrai sujet qui a clivé. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que l'argent public dépensé mérite Non, nous on est plutôt favorable effectivement à la réintroduction du grand tétra. Parce qu'il faut lui donner une chance, c'est ça l'idée? Effectivement, oui, il faut lui donner une chance. Et puis même d'un point de vue de nos écosystèmes, effectivement, nous on est plutôt favorable à sa réintroduction. Même si on n'a pas changé les conditions de sa disparition, hein, c'est tout l'objet. Étienne Bachelard. Les associations environnementales se sont prononcées contre, comme quoi pas toutes, la plupart. Comme quoi des moyens publics importants étaient mis sur quelque chose dont la viabilité est incertaine. Ce qu'il faut, je pense, concentrer les moyens publics, c'est aussi sur la question de la forêt. On a eu les bois scolités, on a une filière importante autour du bois énergie dans les Vosges qu'il faut défendre, et notamment peut-être avec davantage d'effectifs au sein de l'ONF qui a subi des coupes importantes. Allez, toute dernière question pour chacun avant vraiment la fin face caméra. Donc, je voudrais vous entendre sur le mix énergétique, puisqu'on n'a quand même pas encore beaucoup parlé là-dessus, et puis sur l'attractivité. Étienne Bachelard, l'attractivité, vous avez déjà parlé amplement, mais au moins sur votre choix du mix énergétique dans un premier temps. Le mix énergétique, le premier levier, c'est la sobriété. On l'a montré ces dernières années avec l'inflation qu'on est en capacité, nous Français, individuels mais aussi entreprises, de baisser de manière importante notre consommation d'énergie. Ce sera incité via une rénovation thermique des logements sur laquelle nous souhaitons inciter avec un reste à charge zéro pour les ménages les plus défavorisés. Donc, sobriété, mais pour la consommation. Donc ça, c'est un premier levier important. Et ensuite, il faut structurer des filières françaises sur les énergies renouvelables avec la question des énergies renouvelables pour qu'elles soient françaises et créatrices de valeur. Le mix énergétique, il sera à définir. Il y a une loi énergie-climat qui devait être passée par rapport à la prochaine PPE qui est en suspens. Donc ce sera à discuter avec l'ensemble des partenaires. Quelle place pour le nucléaire? Le programme actuel de relance massive fait débat chez vous. Oui, les communistes sont favorables, vous beaucoup moins, les écologistes encore moins. Ce qui est certain, c'est que ce qui crée de la valeur sur les territoires, ce n'est pas le nucléaire, puisque c'est une énergie centralisée. Et donc, il faudra en garder une partie, c'est certain, mais il faut aussi investir dans des solutions fiables à coût maîtrisé. Pauline Fraisse, le nucléaire, c'est la base de la politique énergétique voulue par le Rassemblement national. Et les éoliennes, par contre, effectivement, alors sur le territoire, sauf erreur, il n'y a pas d'éoliennes du tout sur la troisième. Donc, mais si on globalise sur les Vosges, évidemment qu'il y en a beaucoup. Un mot là-dessus, sur vos positions, clairement? Effectivement, nous, on souhaite donner une part plus importante et relancer notre parc nucléaire, qui, je le rappelle, est une énergie propre, décarbonée et peu chère. Il y a une lourde responsabilité d'Emmanuel Macron dans l'affaiblissement de notre parc nucléaire. Quid des déchets? On est quand même bien placés, nous, dans les Vosges, avec Bure, quid des déchets? Oui, mais il y a des études qui ont été faites encore récemment sur l'enfouissement des déchets. Il y a des solutions qui sont trouvées pour pouvoir les enfouir en toute sécurité en France. Après, sur la partie des énergies intermittentes, on l'a vu en Allemagne qui aujourd'hui font chemin arrière, qui avaient tout misé sur les énergies intermittentes et qui aujourd'hui font marche arrière et réouvrent leurs centrales à charbon. On parlait de l'éolien et du photovoltaïque. Effectivement, l'éolien, nous, on n'est pas favorable à l'éolien dans le sens où, alors on le prétend comme une énergie propre et verte. Par contre, il faut quand même le rappeler que l'éolien, c'est quand même des tonnes de béton qui sont mis sur les territoires sur lesquels les éoliennes sont mises. Donc, c'est déjà pas écologique. On sait qu'il y a un rendement qui est très faible. On l'estime entre 10 et 11%. Donc, on a un rendement... Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, même si c'est minime sur le rendu complet. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et on sait aussi les conséquences que peuvent avoir notamment sur les oiseaux avec les pales ou encore avec, par exemple, les vaches ou autres. On voit qu'il y a des impacts d'un point de vue sonore. On démantèle le parc éolien ou pas? Parce que c'était dans le programme à un moment. Non, on n'est pas sur le démantèlement. Par contre, on ne souhaite pas la construction de nouvelles éoliennes. Donc un moratoire. Voilà, c'est ça exactement. Christophe Negelen, le mix énergétique. Oui, un mix énergétique qui soit équilibré et diversifié, alors forcément avec une part de nucléaire importante de par toute la décarbonation que ça implique derrière. Il y a eu un texte en effet sur l'accélération des énergies renouvelables à l'Assemblée, sur lequel nous on a porté vraiment une meilleure répartition de la valeur au profit des riverains, ce qui n'était pas le cas au début. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, une meilleure répartition aussi territoriale des
des ENR, pour pas justement qu'il y ait, comme on peut le voir dans un droit des Vosges, des concitoyens qui aient toutes les éoliennes à côté de chez eux. Donc, oui, il faut un mix énergétique. On a aussi la puissance hydroélectrique qui est aussi source d'énergie. Donc un mix énergétique équilibré, mais où le nucléaire, ce qui a fait la renommée et qui fait la puissance de la France, et toute cette sa relance, elle va prendre 10 ans. En attendant, on a forcément besoin d'énergie de transition. Mais c'est comme pour former un médecin, c'est comme pour plein de choses. En effet, c'est aussi ça, être en responsabilité. Il y a quelqu'un qui disait un politicien pense à la prochaine élection, un homme politique pense à la génération future. Sachant que les besoins d'électricité vont être multipliés par 2 dans les 10 ans qui viennent. Pour finir, l'attractivité, je le disais, on a commencé à évoquer la chose. Évidemment, quand on va aller sur un territoire, on a besoin d'écoles, de médecins, du très haut débit, de la culture aussi. On n'a pas beaucoup parlé de culture dans cette campagne. Busan, théâtre de verdure, les musées, il y a de la culture sur votre territoire. Comment est-ce qu'on fait pour inverser la courbe démographique avec tous ces leviers dont je viens de parler ? Christophe Neigel, on commence par vous. Vous l'avez dit, on a un territoire qui est magnifique, on a un territoire qui a le plus faible taux de chômage. On doit déjà, pour inverser la courbe démographique, on doit déjà garder nos jeunes. Ça, c'est important. Et donc, on doit avoir des services publics qui soient efficients. On doit avoir un bon accès à la santé. On doit être aussi pourvoyeur de métiers qui sont en corrélation avec les études que ces jeunes font. Moi, toutes les 2 semaines, depuis que je suis élu, je visite une entreprise de la circonscription. Je l'ai encore fait deux fois cette semaine. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera à garder nos jeunes sur le territoire et à inverser cette courbe. À côté de ça, le département des Vosges, notamment avec son label Je vois la vie en Vosges, a mis en place une belle politique, une marque de territoire qui est attractive et qui est l'une des marques territoriales les plus connues nationalement. Et ça, je pense que c'est important de le saluer ici. Vous savez, Talleyrand disait toujours, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Oui, en effet, on regarde ce qui ne va pas chez nous. Je pense qu'il faut aussi regarder tout ce qui va bien, nos forces, les mettre en avant. Et c'est ça qui va contribuer à inverser la courbe et à faire venir des gens chez nous et à les garder. Étienne Bachelard, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais l'INSEE nous annonce quand même 100 000 habitants en moins dans les Vosges d'ici 2070. Cette attractivité, cette jeunesse, vous avez commencé à en parler, et puis peut-être un mot de la culture aussi. En tout cas, dans les différentes phases de notre programme, comme j'ai pu l'expliquer, il y a les 15 jours de rupture, ensuite il y a les 100 jours de bifurcation, et dans ces 100 jours-là, il y aura une grande loi sur l'éducation, une grande loi sur la santé et une grande loi sur le pouvoir d'achat, et je pense que ce sont des mesures de nature à redonner cette confiance et apaiser les services publics qui font défaut, tout en soutenant aussi nos mesures des 15 premiers jours. Les associations sportives, par exemple, ou l'éducation populaire, où les emplois aidés avaient été disparus, et je pense que c'est important de les remettre en place pour soutenir ces acteurs du territoire qui contribuent à leur maillage. Et toujours pareil, dans mes votes, vous pouvez rappeler que je m'étais opposé à la disparition des emplois aidés. Et c'est en fait, dans votre question, l'essence même de ce qu'est mon groupe parlementaire, proche des territoires, la décentralisation. On arrivera à faire revenir des gens dans les territoires ruraux si on a une vraie politique de décentralisation et non pas, comme ça a été mené depuis quelques années, centralisation autour des grandes métropoles. Pauline Fraisse, vous avez 1 minute pour évoquer cette attractivité sur le territoire avec tout ce que je viens d'évoquer. Quels sont les leviers ? Comment est-ce qu'on évite la crise démographique qu'on nous annonce ? Effectivement, vous le disiez, on a une démographie qui s'affaiblit. De mémoire, en 10 ans, on a perdu, je crois, 11 000 habitants sur tout le département. Donc pour moi, il y a 2 enjeux principaux. C'est à la fois comment on maintient l'emploi dans notre territoire. Donc nous, on a des mesures particulières. On peut penser au réalignement compétitif avec la baisse des impôts de production, engager la réflexion à l'horizon 2027 sur la suppression de la CVAE ou encore de la C3S, et comment on relocalise aussi sur le territoire, comment on fait face aux enjeux de la concurrence déloyale. On peut penser aussi au textile qui a dû faire face à la concurrence de l'Inde, de la Chine, du Bangladesh ou autres. Donc effectivement, il y a toutes ces mesures autour de l'emploi. Comment on maintient l'emploi, parce que c'est aussi un des premiers nerfs pour faire rester les populations sur notre territoire. Et également, il y a aussi dans l'enjeu de l'attractivité, l'enjeu des services qu'on propose. Quand vous avez des
familles qui veulent venir s'installer sur le territoire, ils vont regarder quoi ? Les services publics, les services de santé, les écoles, les crèches. Donc effectivement, il y a tout un cinéma travail. Et un peu de culture, hein, je reviens là-dessus aussi, effectivement. On est vraiment pas mal du tout sur le temps de parole respectif. Je vous propose de clore donc ce débat comme on le fait systématiquement par un temps de parole, un petit monologue face caméra. On a tiré au sort tout cela, donc c'est Étienne Bachelard qui va ouvrir le bal. Donc vous avez 40 secondes pour donner rendez-vous aux électeurs et électrices le 30 juin, ce dimanche, et le dimanche suivant. À vous. Pour être très franc, je n'imaginais pas être choisi et investi il y a encore quelques jours, mais je suis prêt et je représente aujourd'hui une gauche unie. J'ai accepté cette confiance parce que tout autre choix nous prolongerait soit dans la poursuite de l'échec du macronisme, soit dans une crise politique sans précédent qui mettrait en danger les fondements républicains et notre état de droit. Et donc, face à cette situation, je m'engage à porter le projet de gouvernement du Front populaire qui se veut engager des ruptures sociales et écologiques qui veulent respecter et protéger l'ensemble des Français. Et vous pouvez compter sur moi. Dimanche, il ne doit manquer aucune voix pour faire gagner un front républicain, populaire et solidaire. Et pour réveiller l'espoir, transformons nos colères en victoire. Votez et faites voter Front populaire. Pauline Fraisse, c'est à vous. Alors, les 30 juin et 7 juillet prochains, vous avez l'occasion de voter pour une députée Rassemblement national qui défendra avec conviction et force vos intérêts à l'Assemblée nationale. Les 30 juin et 7 juillet prochains, vous avez également l'occasion de mettre un coup d'arrêt à la politique brutale d'Emmanuel Macron et de ses alliés, mais aussi de mettre un coup d'arrêt à la coalition de gauche et d'extrême gauche et de faire rempart à ce danger républicain. Au Rassemblement national, nous avons ce trait de caractère qui est de réussir ce que tout le monde prédisait comme impossible. Alors les 30 juin et 7 juillet, continuez à nous faire confiance. Faites-moi confiance et glissez un bulletin Rassemblement national. Merci. Christophe Negelen, c'est à vous de refermer ce débat. Bien, merci. Depuis 7 ans maintenant, je m'investis pour notre territoire, aussi bien dans la 3e circonscription qu'à l'Assemblée, en étant toujours présent à vos côtés et en même temps en étant l'un des 100 députés les plus actifs à l'Assemblée. En fin de compte, le 30 juin, ce sera avant tout le choix du bon sens, le choix de l'équilibre entre, d'un côté, une NUPES Front populaire, qui, dans son programme, arriverait à plus de 176 milliards de déficit supplémentaire chaque année, avec les excès qu'on a connus depuis 2 ans à l'Assemblée, ou alors un Rassemblement national qui a besoin d'être maîtrisé de par certaines des idées qui sont portées, et surtout avec un député qui vit sur votre territoire. Donc le 30 juin, votez Christophe Negelen, votez Thomas Gion pour que les Vosges soient bien représentés à l'Assemblée. Madame, Messieurs, un grand merci d'avoir participé à ce débat qu'on espère instructif pour les électrices et électeurs. Catherine, merci d'avoir été à nos côtés pour animer ce débat. On se donne rendez-vous sur Vosges Télévisions à la fois pour le débat de la soirée électorale et les résultats. Le dimanche 30, évidemment, et puis le dimanche 7 juillet également. On salue nos équipes techniques emmenées ce soir par Vincent Louis et on se donne rendez-vous très vite donc, sur Vosges Télévisions pour faire le point sur ces élections législatives. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à tous.